amphithéâtre de Sorbonne. Donc aujourd'hui, on va aborder un petit peu les questions de gestion. Mais d'abord, il vous faut ma vinette, sinon vous n'allez pas pouvoir vous en remettre. Et on va aborder un peu les questions de gestion, ce qui va nous faire avant de passer à de la microéconomie. Et on va aborder ces questions de gestion à travers un interlude qui consiste à regarder en fait le modèle économique des assureurs les plus récents, enfin, ceux qui sont à la mode, c'est ce qu'on appelle les insurtech, les assurtech. Bon, ça, quel objectif ça a? Justement, d'illustrer la question du risque de souscription dont on vient d'évoquer, le fait qu'il était en fait le problème déterminant dans la gestion des contrats d'assurance de dommages ou de responsabilité civile. Et donc, à travers quoi est-ce qu'on va faire ça? À travers une étude de cas, qui est l'étude de cas de Lemonade. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Lemonade. Lemonade, c'est une start-up, ça s'appelle une jeune pousse en français, une jeune pousse américaine qui défraie la chronique et qui inquiète les assureurs depuis 2016, on va dire. Parce qu'elle a un discours extrêmement critique et parce qu'elle a des méthodes de vente qui ne sont pas agressives, mais qui sont excitantes pour les jeunes gens et les jeunes femmes de votre génération. Pour deux raisons, en fait. La première, c'est qu'il y a une critique violente de l'assurance, qui est la critique habituelle de la finance, d'accord. Et puis la deuxième, c'est qu'on vend le produit à travers une application téléphonique, et qu'évidemment, ça lui donne une dimension ludique qu'il n'y a pas exactement quand vous souscrivez un contrat au GAN, d'accord. Alors ça c'est la page web de Lemonade. Donc vous voyez que c'est plutôt mignon en fait. Enfin, parce que j'ai écrit au-dessus avec la police habituelle, d'accord, mais ce qui est en dessous c'est plutôt mignon. Les polices sont choisies, les petites maisons, des petits immeubles avec des petits arbres. Et puis en dessous il y a Fortune, The Wall Street Journal, Forbes, Financial Times, The Economist. Enfin il manque absolument personne. Tout le monde est là pour dire que c'est formidable. Bon, et alors qu'est-ce qu'on vous explique? Ça c'est le côté critique de la finance traditionnelle. J'avais dû vous en dire deux mots déjà. En fait, la pub de Lemonade, enfin l'une des nombreuses pubs de Lemonade, fonctionne comme un truc de dérision contre l'assurance traditionnelle, d'accord, où on présente un assureur traditionnel qui dit I run an insurance company and I'm tempted to deny your claims. Donc je dirige une compagnie d'assurance et évidemment je suis tenté de nier ou du moins de minimiser vos prétentions, enfin vos demandes d'indemnisation. You see, every dollar I don't pay you is a dollar more to our profits. Parce que, en gros, en clair, chaque dollar que je ne vous donne pas, c'est un dollar de plus sur mes profits. D'accord? Donc l'idée, c'est que, en fait, par définition, l'assureur est en conflit d'intérêt avec ses assurés, et que chaque dollar qu'il peut garder, c'est aussi bien pour lui. Alors que Lemonade est une benefit corporation. Et donc, à ce titre, elle va, c'est le discours de Lemonade, elle ne va pas être en conflit avec ses assurés, puisque, de toute façon, comme Benefit Corporation, elle n'est pas très intéressée à faire des profits, parce que, ces profits sont de toute façon redistribués à d'autres parties prenantes, qui sont les parties prenantes qui sont désignées au moment de la création de l'entreprise et dans l'intérêt social de l'entreprise, entre lesquelles c'est vous, l'assuré, qui allez arbitrer. D'accord ? Alors, j'entre pas à fond dans cet aspect des choses, mais c'est vrai que toute une partie de la pub de Lemonade, c'est de dire, voilà, le profit que Lemonade va faire, il ne va pas seulement aux actionnaires, il va surtout aux associations non gouvernementales de bienveillance qui ont été désignées à la création de Lemonade, entre lesquelles vous pouvez choisir où ira le bénéfice de votre contrat quand il y en a. Concrètement, si à la fin de l'année, l'assureur a gagné de l'argent grâce à vous, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de le donner à ses actionnaires, il va le donner à l'association contre la torture, l'association pour le verdissement du climat, l'association pour des amis des EFOC, et ainsi de suite. D'accord. Donc, il y a l'idée que, de toute façon, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre vous et l'assureur, parce qu'en fait, l'assureur, il roule pour les mêmes causes que vous, d'accord, qui sont des causes humanitaires, environnementales, écologiques, esthétiques, politiques, ce qu'on voudra. D'accord. Bon, et donc de fait, ça c'est un premier aspect du discours, c'est-à-dire la finance traditionnelle, c'est prendre de l'argent aux clients. Nous, on a inventé la finance nouvelle, qui est avoir des intérêts alignés avec les clients. Pourquoi? Parce que comme on est une benefit corporation, et que la benefit corporation c'est un statut particulier, alors ça dépend des réglementations de chacun des États, et dans le cas de New York, de Lemonade, c'est l'État de New York. L'idée de la benefit corporation, c'est qu'on a des bénéficiaires qui sont désignés
qui ne sont pas seulement les actionnaires. Alors là où c'est quand même en partie de la blague, c'est que bien sûr qu'il y a une partie Benefit Corporation dans les monnaies, mais il y a aussi une partie société anonyme, et qu'en fait la société anonyme, elle prend une partie des primes qui sont perçues, elle les prend avant même de savoir s'il y a bénéfice ou s'il y a perte. Donc ça effectivement, ils ne disent pas ça dans les pubs, mais c'est-à-dire que le modèle économique qui est non, on n'a pas de conflit d'intérêt puisque de toute façon, la rémunération des actionnaires et la rémunération des stakeholders, donc des parties prenantes, n'est pas en conflit avec les intérêts des clients. C'est pas en conflit avec les intérêts des clients parce qu'en fait, dès que vous payez une prime d'assurance, les actionnaires, ils prennent déjà. Il y a une autre société qui va facturer un peu comme des frais de courtage. Bon, et donc de fait, l'actionnaire de Lemonade, il ne vit pas des profits, il vit du chiffre d'affaires, ce qui est quand même tout à fait particulier comme modèle économique. Bon, ça c'était la première chose. Alors, la deuxième chose qui est chic, à part l'alignement des intérêts et le côté écoute des stakeholders, c'est le fait que, alors on a un modèle qui est 100% en ligne, d'accord, donc c'est ce qu'on appelle un pure player, je ne sais plus comment dire en français, mais il y a sûrement un mot pour ça. Pure player, je vous rappelle que, en gros, pure player, c'est l'idée que vous avez un acteur du marché qui n'a pas de déclinaison physique, d'accord, il n'a pas de réseau physique, il est complètement en ligne. Ça, être complètement en ligne en soi, c'est pas génial, mais ce que Lemonade vend, c'est que le recours à l'intelligence artificielle permet deux choses. D'abord, une sélection des risques, pas au sens où on va assurer personne, mais au sens où on va proposer à chacun une classe de risque qui correspond effectivement à sa sinistralité. Et donc, on va trouver des tarifs qui sont ajustés. Bon, alors ça, c'est l'idée très à la mode, parce qu'on a un moteur de profilage inspiré de l'intelligence artificielle, on arrive à être meilleur que les concurrents. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra qu'on regarde cette idée de plus près, parce que si vous avez fait un peu de stats, vous comprenez quand même qu'en gros, quand vous avez une grande mutualité, dans laquelle vous avez des variables aléatoires qui n'ont pas toutes la même espérance, le problème, c'est de savoir si vous prenez... Alors, évidemment, avec la vision du théorème central limite que vous avez l'idée que sans théorème central limite égale variable aléatoire indépendante et de même loi. Mais si vous vous souvenez de la vision de Lindeberg dont on a parlé, il suffit en fait, non pas que les variables aléatoires aient la même espérance, mais qu'il n'y en ait aucune qui puisse avoir des résultats qui soient significatifs par rapport à la somme des variances des autres. Donc, si on est dans cette vision du théorème central limite, on voit qu'en fait, le problème de la segmentation, c'est qu'on va arbitrer entre la taille des mutualités et justement le degré de segmentation. C'est-à-dire, en gros, on imagine, mais ça faudrait que je vous donne un exemple numérique pour que vous compreniez clairement. Mais si vous avez 1 million d'assurés, si vous faites une poche de 1 million d'assurés, ce que vous savez, c'est que quand vous avez la variance de la somme de 1 million de variables aléatoires, c'est pas grand-chose par rapport, en fait, à chacune des variables aléatoires. Alors que si vous segmentez cette mutualité d'1 million d'assurés en 100 000 classes où ils sont chacun que 10, la variance résiduelle dans chacune des classes va être beaucoup plus élevée, et donc vous risquez de perdre de l'argent sur certaines classes, même sur beaucoup de classes. Et en plus, vous risquez d'avoir des erreurs dans le fait d'attribuer des assurés à une classe. Donc en fait, le truc de dire, nous, on a de l'intelligence artificielle et on segmente beaucoup mieux, ça peut être à double tranchant. Mais gardons-le comme ça pour l'instant, en se disant simplement, c'est un argument commercial, certes, mais il n'est pas absolument certain que ça fonctionne. Il faudra qu'on voit ça plus précisément. Donc le deuxième aspect des choses dont les monnaies se vantent en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est sur ce qu'on va appeler claim filing and processing, d'accord, donc sur en gros justement le traitement des sinistres, la gestion des sinistres. En effet, quand vous avez un problème avec les monnaies, au lieu d'écrire un courrier recommandé à votre assureur où vous lui décrivez le problème, et puis ensuite vous allez avoir un expert qui va passer, mais il faudra 37 rendez-vous téléphoniques pour vous cadrer avec l'expert parce qu'il appelle toujours à l'heure où vous êtes en train de faire autre chose, et quand vous l'appelez, lui-même fait autre chose. Merci le téléphone portable. Bon bref, au lieu de cette espèce de processus qui n'en finit pas, avec les monnaies, il y a l'idée que vous vous filmez en train d'expliquer, vous filmez les dégâts qui ont eu lieu dans votre appartement, vous envoyez tout ça au serveur de Lemonade, et 5 minutes après, vous avez reçu votre indemnisation. Alors, il y a plein d'exemples, effectivement, où l'indemnisation se fait en quelques minutes, temps de filmage des dégâts compris, d'accord. Et donc, évidemment, tout le monde a dit c'est extraordinaire,
Parce que c'est pas seulement l'intelligence artificielle appliquée à la sélection des clients, c'est aussi l'intelligence artificielle appliquée effectivement, à toute la procédure de règlement de sinistre, parce que justement, il y a des machines incroyables qui sont capables d'analyser les films qu'on leur renvoie et de reconnaître les taches d'humidité au plafond et d'estimer combien ça coûte de repeindre et de reconnaître les dégâts qui ont été opérés sur les vêtements ou sur les affaires qui ont été abîmées par les cambriolages, etc. Voilà, donc on dit c'est incroyable. Alors, en fait, ça a créé un buzz terrible dans l'assurance, surtout en 2016, je crois, qui a eu deux effets. D'abord, il y a eu beaucoup d'assurés qui sont venus, c'est-à-dire qu'il y a eu 100 000 nouveaux assurés en 2 ans, avec pas de pub traditionnelle, ce qui est 100 000 nouveaux assurés en 2 ans. Entre la création et le moment où ils ont eu 100 000 assurés, il s'est écoulé moins de 2 ans, alors que Lemonade n'a pas fait de pub traditionnelle. C'est-à-dire pas de pub dans le métro, pas de pub comme en font les assureurs qui en mettent plein les abribus et la télé, etc. C'était que des pubs sur YouTube. Et de fait, il y a eu un énorme impact sur Google, et sur Internet en général, puisque les vidéos sur YouTube avaient été visionnées 3 millions de fois quand j'ai fait le transparent l'an dernier. Alors 3 millions de fois, ça vous paraît ridicule, évidemment, parce que PewDiePie a 100 millions d'abonnés, et quand un Coréen fou fait un clip débile dans les rues de Séoul, il y a 2 milliards de views en 6 mois, mais enfin, il faut dire quand même que dans l'assurance, 3 millions de vues, c'est pas habituel. Si vous prenez mon cours, il y en a 7000 pour le premier, mais même des sites institutionnels d'assurance, ils arrivent très péniblement à quelques centaines de milliers de vues. Donc 3 millions de views en moins d'un an, c'était considéré comme dingue. Et surtout, quand on fait des enquêtes de satisfaction des clients, ils sont contents. Alors, ça, c'est quand même un détail. C'est quand même un détail sur lequel on pourrait s'étendre à n'en plus finir. Si vous êtes un peu économètre, un peu analyste de données, il y a des gros trucs à faire en marketing de l'assurance, parce que les assureurs sont persuadés d'être mal aimés, les assureurs français. Aux États-Unis, ils sont absolument détestés, puisque les gens prennent une assurance en pensant qu'ils ont acheté un billet de loterie. Et donc, ils ne sont pas contents s'ils perdent, s'ils ne gagnent pas d'argent avec. Bon, donc de fait, aux États-Unis, les gens ne sont pas du tout contents de leur assurance, parce qu'ils passent leur temps à envoyer des déclarations de sinistre, et puis ça ne rembourse pas assez. Et là, Lemonade, les gens sont contents. Si vous allez voir sur les forums, en gros, il y a un usager sur 5 qui hurle, mais les 80% restants ne sont pas trop mécontents, alors que la compagnie d'assurance moyenne aux États-Unis, c'est plutôt 80% de mécontents, 20% de gens qui sont contents. Bon, cela, c'est quand même relativement différent de la France, parce que je ne dirais pas qu'on est complètement amoureux de nos compagnies d'assurance, mais il y a des compagnies d'assurance qui marchent assez bien, je ne leur pas de problème avec leurs clients, ce qui est très bien. Alors, par exemple, vous avez des reviews sur le site de supermoney.com, un site dont le nom à lui seul est un programme. Bon, mais alors au-delà des questions un peu bullshit de marketing, satisfaction des clients, on va quand même aller regarder un peu le compte d'exploitation de Lemonade. D'abord parce que c'est toujours bien de regarder des chiffres. Non, et puis surtout parce que ça va vous permettre de comprendre un peu un certain nombre de petites astuces du fonctionnement de l'assurance. Bon, alors, my fault, mais j'ai pas révisé les chiffres depuis un an. Ceci dit, il y a quand même des enseignements importants. J'ai regardé en diagonale et ça n'a pas changé, donc je n'ai pas voulu refaire tout le tableau. Le premier truc intéressant, c'est le taux de croissance des primes par trimestre. Vous voyez, en 2017, on était à 138% de croissance par trimestre. Ce n'est pas 138% en rythme annualisé, hein. C'est 138% par trimestre, d'accord. Donc quand vous êtes à 138% par trimestre, à la fin de l'année, vous avez cru de 800%. Bon, ça a baissé en 2018, c'est-à-dire qu'on n'était plus qu'à 30% par trimestre, mais enfin, ça reste quand même un rythme de croissance de rêve. Bon, évidemment, si vous faites des extrapolations, un taux de croissance de 30% par trimestre, vous n'avez aucun mal à montrer que dans 10 ans, Lemonade fera 40 fois le chiffre d'affaires de la Terre entière. Bon, ça, évidemment, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'était juste pour donner un ordre de grandeur de la croissance qu'on atteint, mais vous savez bien que c'est d'autant plus facile de croître quand on est plus petit. Comme c'est d'autant plus facile d'augmenter ses notes quand on part de zéro. C'est la raison pour laquelle... mais il n'y a pas que ce taux de croissance qui soit intéressant. Ce qui est intéressant surtout, c'est de comprendre d'où vient le résultat d'exploitation. Comme vous le voyez, le résultat d'exploitation, qui est donc à la limite bénéfice net qu'on a surligné là, il présente le caractère intéressant d'être tout le temps négatif. Et là, les optimistes vont dire « Ah oui, d'accord, il est négatif, mais en fait, il est de moins en moins négatif. » Puisqu'on perdait 4 millions de dollars par trimestre, je
je ne veux pas dire de bêtises, non, on perdait 4 millions de dollars par trimestre en 2017 et on perd plus qu'un million et demi. Ça m'étonne un peu, parce que c'est pas des milliers, parce que ce ne serait pas 4 milliards. Donc je me demande ce que j'ai oublié là. Bon, on va prendre les chiffres tels qu'ils sont, d'accord, et considérer qu'en gros, la perte a été divisée par 3 entre le dernier trimestre 2017 et le deuxième semestre 2018. On va dire c'est formidable, regardez, on perd plus qu'un tiers de ce qu'on perdait il y a 6 mois. Certes, mais quand on regarde le ratio combiné, on se dit que c'est pas encore brillant. Le ratio combiné, je vous rappelle que c'est la somme du ratio sinistre sur prime et du ratio de coût. Donc concrètement, le dénominateur du ratio combiné, c'est les primes qu'on touche, d'accord, et le numérateur, c'est le montant des sinistres, c'est-à-dire les indemnités qu'on paye, plus tous les autres coûts. Bon, en cela, le ratio sinistre sur prime, on voit qu'en fait le ratio combiné, c'est la somme du ratio sinistre sur prime d'une part et du ratio de coût d'autre part. Bon, donc le ratio sinistre sur prime, c'est plutôt ce qui va nous indiquer, c'est plutôt ce qui est du côté du résultat technique. En fait. C'est-à-dire que en gros, c'est le résultat technique, c'est le pur aspect assurance. Vous le voyez apparaître à la ligne juste au-dessus du bénéfice net, c'est la différence entre les primes nettes d'une part, mais c'est important de regarder ça parce que vous allez voir justement d'où sortent les primes nettes en fait. Donc le résultat technique, c'est la différence entre les primes nettes d'une part et puis le montant d'indemnisation des sinistres qui est payé et puis les frais de gestion des sinistres eux-mêmes. Bon, donc on voit que ce résultat technique, il était négatif, il est devenu positif, mais ça ne suffit pas à ce que le bénéfice net soit positif. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres coûts. Alors quels autres coûts? D'abord, on voit qu'il y a d'importants frais de souscription. Quand je dis d'importants frais de souscription, alors ça vaut le coup quand même de regarder un peu comment se décompose le côté revenu du compte d'exploitation. On voit par exemple, si on prend cette colonne où il y a des choses qui sont surlignées, donc c'est la colonne qui correspond au deuxième trimestre 2018. En fait, on a donc un montant de primes qui ont été émises qui est de l'ordre de 9 855 000, d'accord, donc on va dire 10 millions. Donc on a pour 10 millions de primes vendues. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 10 millions? En fait, ce qu'on voit, c'est que les primes acquises brutes, c'est seulement la moitié de ce montant, d'accord, c'est la troisième ligne. On fait 10 millions de primes brutes et en fait on garde 5 millions de primes. Où va le reste? Il y a une partie du reste qui est cédée. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est cédé? En fait, cédé, ça veut tout simplement dire que si vous laissez passer à des réassureurs, c'est-à-dire qu'on a des traités de réassurance au terme desquels on cède une partie des primes, en échange de quoi les réassureurs prennent en charge une partie du montant de l'indemnisation. Mais ces primes cédées, elles viennent en déduction des primes brutes. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme différence encore entre les primes brutes et les primes acquises? Il y a notamment les frais de souscription. Et qu'est-ce que c'est ces frais de souscription? C'est soit que vous faites des remises aux assurés. Curieusement, quand vous faites une remise à l'assuré, si vous faites une remise de 10% sur la prime, vous facturez 100, et donc vous dites que vous avez vendu pour 100 de prime brute. Et puis, ensuite, vous dites que vous avez des frais de souscription, c'est que vous avez fait des publicités de la pub, ou une remise, ou je ne sais pas quoi, et donc vous mettez les 10 € que vous n'avez pas perçus. Bon, donc en fait, les primes brutes émises, c'est de la gonflette, d'accord, puisque vous pouvez mettre des sommes virtuelles que vous auriez dû faire payer si vous avez fait payer vos tarifs, mais que vous n'avez en fait pas fait payer parce que vous avez fait une campagne promotionnelle. Ça, c'est une première raison pour laquelle vous pouvez avoir des frais de souscription. Une deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir des frais de souscription, c'est parce que vous avez du courtage. Alors ça, c'est courant dans l'assurance traditionnelle, puisque en gros, on a vu que l'assureur traditionnel, il avait des canaux de distribution qui pouvaient être des agents, qui pouvaient être du courtier, qui pouvaient être des moteurs, des portails, etc. Mais là, les monnaies, c'est de la pure vente en direct en ligne. Donc en théorie, il n'y a pas de frais de courtage. Donc qu'est-ce qui reste d'autre dans les frais de souscription? Il reste en particulier la pub. Et on a dit, les monnaies ne font pas de pub traditionnelle. Ils ne font pas de pub traditionnelle, ils font de la pub quand même. En particulier, ils font beaucoup de pubs sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Bon, à tel point quand même que ça leur prend plus d'un quart de leur chiffre d'affaires. D'accord, donc il y a ça. Donc entre ce qui est cédé à la réassurance et ce qui est payé en pub, en fait, on se retrouve avec des primes nettes qui sont à peu près de l'ordre de 40% de ce qu'on a facturé. D'accord. Bon, dans ces primes nettes,
Donc c'est ces primes nettes qui vont servir de dénominateur quand on va calculer le ratio sinistre sur prime, par exemple. Du coup, là où c'est difficile, c'est que, en gros, vous facturez 10 millions et puis vous en gardez 4 pour vous. C'est certain que vous avez intérêt à être efficace sur la question purement technique, de savoir combien vous allez devoir indemniser par rapport aux 4 millions que vous avez effectivement touchés. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le montant des sinistres sur les primes brutes, c'est la ligne 4, c'est de l'ordre de 5 millions, donc c'est à peu près la moitié des primes nettes émises. Là-dessus, il y a une grande partie des sinistres qui sont cédés à la réassurance, c'est la ligne suivante, c'est-à-dire presque 3 millions. Donc il reste en fait 2 millions de sinistres à indemniser, enfin 2 millions et demi, on va dire. Il reste 2 millions de sinistres à indemniser. Quand on divise les sinistres à indemniser par les primes qu'on a gardées, en fait, donc ça nous donne le ratio sinistre sur prime. On est à 71% et ça a l'air pas trop mauvais. Quand on rajoute les coûts de publicité, etc., on arrive à un ratio combiné de 138%, ce qui veut dire en gros qu'on dépense 138% de ce qu'on collecte comme revenu. Donc là, ça ne va plus. Donc on a en gros l'impression que, là, quand on regarde ça, que finalement, les Moneyd, ils facturent 10 millions, ils gardent 4 millions pour eux. Là-dessus, ils ont 2,5 millions de sinistres à payer et 250 000 de frais de gestion des sinistres. Et donc, au bout du compte, il y a 71% des primes qu'ils ont perçues qui servent à indemniser les sinistres. Et il y a à peu près autant qui servent à faire de la pub. Et en gros, quand ils seront lancés, ils n'auront plus de dépenses de pub et ils seront efficaces, puisque 71% de ce que vous percevez qui sert à indemniser les sinistres, ça fait 30% de bénéfices qu'on peut distribuer à toutes les charities dont on a parlé. D'accord ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que, alors d'abord, même si on a l'impression que le résultat technique s'est considérablement amélioré, parce qu'il était très négatif en 2017 et il est devenu apparemment positif. Et je vous rappelle donc que le résultat technique, c'est les primes nettes, d'accord ? Donc les primes quand on a enlevé à la fois les divers frais de souscription et la réassurance, moins les indemnisations et les coûts d'indemnisation des sinistres. Donc le résultat technique est positif, donc on se dit, après tout, le résultat technique devient positif, le ratio sinistre sur prime est à seulement 70%, c'est sur le bon chemin. En fait, là où c'est un peu plus compliqué que ça, c'est que, d'abord, quand on regarde le ratio de sinistre sur les primes cédées, on a quand même des chiffres qui paraissent complètement hallucinants. On est à 360%. Qu'est-ce que c'est ratio sinistre sur les primes cédées ? C'est tout simplement le sinistre sur les primes cédées, divisé par prime cédée. Donc si vous voulez, c'est la ligne 5 sinistres cédés, plus 9 qui sont... qu'est-ce que c'est que 9 ? Pardon, j'en ai perdu mon 9. Enfin, c'est essentiellement les sinistres cédés divisés par les primes cédées, d'accord ? Or ça, c'est justement ce qui est cédé à la réassurance. Et qu'est-ce que c'est ce qui est cédé à la réassurance ? Ah oui, il n'est pas bon. Pardon, ça c'est pas bon. C'est pas 5 plus 9 sur 1, sinistre sur les primes cédées. En fait, c'est 5 sur 2. Il faudrait que je change ça. Mais je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai à tête reposée. Donc, c'est qu'en fait, on a dit, voilà, sur les 10 millions de chiffres d'affaires qu'on a là, on en passe 8% aux réassureurs. Et en échange de ces 800 000 de paiement de réassurance, les réassureurs, ils acceptent de prendre en charge un montant de sinistre qui apparaît ici, qui est 2 900 000. Donc ça, pour le coup, pour les réassureurs, c'est une super bonne affaire. D'accord ? Parce que les réassureurs, ils reçoivent 800 000 de primes, ils payent 2 900 000 de sinistres. Donc effectivement, les Moneyd a l'air de faire un résultat technique, les Moneyd a l'air d'avoir un ratio sinistre sur prime qui est contenu, mais la vérité, c'est que c'est les assureurs qui payent de leur poche plus de 2 millions de sinistres. Si les Moneyd n'a plus de réassureur demain, il va devoir repayer de sa poche 2 millions de sinistres en plus, et là, on va se retrouver avec un résultat technique à nouveau négatif. Donc, le modèle économique ou le résultat technique apparemment satisfaisant de les Moneyd vient simplement du fait que les réassureurs perdent un argent considérable. Pourquoi est-ce que les réassureurs perdent un argent considérable ? Alors il y a deux solutions, soit parce qu'ils sont philanthropes, d'accord, ils aiment bien les causes qui sont défendues par les Moneyd,
Ils se disent que c'est important qu'il y ait les bébés phoques, les amis de l'environnement, des Indiens, de l'Amazonie, de la planète Mars, ou que sais-je, reçoivent des subsides assez chiches d'ailleurs de la part de Lemonade. Mais ça, d'un certain côté, les réassureurs, ils peuvent déjà de leur côté donner aux amis de la planète Mars ou des Indiens. La deuxième explication, c'est que les réassureurs sont des imbéciles, naturellement, et qu'ils aiment perdre de l'argent. Donc en l'occurrence, la façon un peu particulière qu'ils ont des imbéciles, c'est qu'ils disent que Lemonade a des techniques d'intelligence artificielle qui peuvent être intéressantes, qui n'ont pas fait leur preuve du point de vue du modèle économique, parce que les monnaies perdent de l'argent, et non seulement les monnaies perdent de l'argent, mais c'est surtout ceux qui aident les monnaies qui perdent de l'argent. Mais ça vaut peut-être le coup d'accompagner les monnaies dans le temps, pour pouvoir proposer à les monnaies, par exemple, d'être consolidées à l'intérieur d'un groupe plus large, le jour où les monnaies n'aura plus de fonds propres. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on accompagne les monnaies, un peu pour voir, parce qu'on est intéressé par le développement du modèle économique, un peu dans l'espoir de récupérer ce qu'il y aura à récupérer une fois que le truc aura été au tapis. Bon, donc c'est une forme de philanthropie qui est... alors, c'est pas la philanthropie du requin, c'est l'intérêt légitime pour le nouvel entrant sur le marché. Au passage, vous remarquez qu'une grande partie de l'innovation dans les secteurs financiers traditionnels, banques et assurances, elle est... Alors, bien sûr qu'il y a de l'innovation de la part des grands acteurs, mais il y a aussi un intérêt des grands acteurs à laisser entrer des petits pour voir comment ils se comportent et pour éventuellement les racheter ensuite. Bon, alors, concrètement, si on regarde simplement les sinistres bruts plus les frais de gestion des sinistres sur les primes brutes acquises, d'accord, c'est-à-dire le seul ratio de sinistres, on a dit, ça c'est sinistre sur prime. Ce truc-là, c'est super à 100%, mais c'est en baisse, donc c'est plutôt mieux. Le truc, c'est que même si on est rendu aujourd'hui, alors je vois pourquoi je dis 120, parce que sinistre brut plus frais de gestion des sinistres, ah oui, pardon, excusez-moi, c'est qu'en fait, si on fait que, si on redresse ce qui manque dans ce tableau, parce que ça c'est le tableau tel qu'il est présenté par Lemonade. C'est les ratios habituels de gestion d'une compagnie d'assurance. Son ratio sinistre sur prime, son ratio combiné. Bon, et puis j'ai rajouté le ratio de sinistre sur les primes cédées. Mais si maintenant, on considère que Lemonade ne peut plus céder ses primes à des réassureurs, et qu'il doit lui-même, avec les primes qu'il récupère, sans en céder aux réassureurs bien sûr, indemniser tous les sinistres. Alors, on va avoir un ratio de sinistre complet, d'accord, qui va monter à presque 150% en 2017 et qui reste à 120% en 2018. Alors qu'on l'a vu, le ratio sinistre sur prime, quand on met de côté ce qui est donné aux assureurs, c'est 71%. Bon, c'est bien, 120%, c'est mieux que 147%, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, en gros, les grands assureurs traditionnels, ils sont à peu près à 55%. Et donc, on est quand même extrêmement loin du compte, indépendamment de la question des dépenses de publicité, d'accord ? C'est-à-dire que pour l'instant, la sélection des risques n'est pas bien faite. En tout cas, on peut dire la sélection des risques ou la tarification. Mais en gros, pour l'instant, les primes qui sont effectivement gardées par l'assureur, ou même qu'elles soient gardées ou cédées, elles ne permettent pas d'indemniser, puisqu'on est à plus de 100% de ratio de sinistre. Et même si elles permettaient d'indemniser, ce serait de toute façon dans des conditions qui ne sont pas concurrentielles. Donc quoi ? Donc soit il faut augmenter les tarifs, soit il faut se débarrasser des mauvais risques. Du coup, l'idée qu'on a un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de trier les clients et de les tarifier beaucoup mieux que la concurrence, en l'état actuel, c'est pas vrai. D'accord ? Bon, donc, même pour dire les choses clairement, si on veut arriver à 55% de ratio de sinistre, sans l'astuce qui consiste à céder la moitié des sinistres aux réassureurs qui vont les assurer à perte, on voit que si on veut passer de 120 à 55%, c'est pas compliqué. Puisque le ratio c'est sinistre sur prime, il faut multiplier les primes par 2. Et si on veut multiplier les primes par 2, il est certain que ça va faire partir les assureurs. Alors l'autre solution, ce serait de chasser les mauvais clients, d'accord, de chasser les mauvais risques, mais il ne va plus rester beaucoup d'activités. Et très probablement, il ne va plus rester de quoi arriver au point noir. Bon, donc en fait, ce qui est relativement amusant là-dessus, c'est qu'on voit deux choses à la fois.
on voit la difficulté de la start-up, on se dit, finalement, c'est pas simple quand on commence parce qu'on a des dépenses de pub, qui, évidemment, enfin, on a des dépenses d'acquisition du client, comme on va dire. Les dépenses d'acquisition du client, c'est donc les autres frais de souscription. D'accord ? Et ça, les autres frais de souscription, on voit que ça pèse quand même considérablement, puisque si on en reste au seul ratio sinistre, enfin, si on en reste à simplement ce qui se passe dans la compagnie, d'accord, si on laisse de côté ce qui est cédé au réassureur, ce qu'on voit, c'est que le ratio de coût, il est pratiquement égal au ratio sinistre sur prime. Et en fait, du coup, alors que du côté purement sinistre sur prime, on gagne encore 30% du montant des primes nettes, dès qu'on rajoute les coûts, dont on a vu qu'ils sont essentiellement des frais de souscription, on perd de l'argent. Bon, donc ça, c'est la vision optimiste des choses. La vision pessimiste, et moi qui m'avais conduit à douter des monnaies, enfin dans le papier que j'avais écrit dans Risque, c'est que, en fait, du strict point de vue, qui est celui de la gestion technique, c'est-à-dire j'ai des clients potentiels, je leur propose un tarif qui est adapté à leur risque. Et donc, du coup, je ne dois pas perdre de l'argent sur chaque client. Alors, évidemment, je ne perds pas de l'argent sur chaque client, parce que normalement, je perds de l'argent surtout sur ceux que j'indemnise. Mais ce que je perds sur ceux que j'indemnise, c'est largement compensé par ce que je touche de ceux qui n'ont pas besoin d'être indemnisés. De sorte que le ratio combiné est inférieur à 100%. C'est-à-dire, concrètement, j'ai facturé plus de primes que je ne décaisse d'indemnisation et de frais de gestion. Or là, le ratio combiné est très supérieur à 100% puisqu'il est à 138%, et ceci alors même que j'ai une série de traités extraordinaires avec les réassureurs, puisque les réassureurs acceptent de perdre 2 millions à ma place. La différence entre les 800 000 de primes qu'ils prennent et les 2 900 000 de sinistres qu'ils indemnisent. D'accord ? Donc de fait, pour l'instant, ça ne marche pas parce que soit mes primes ne sont pas bien tarifées, soit j'ai trop de mauvais risques, mais enfin, c'est deux manières de dire la même chose, d'accord ? Après, justement, la question c'est, est-ce que j'augmente les primes pour tout le monde, sachant que je vais faire partir du monde et probablement d'abord les bons risques, ou est-ce que je trie les mauvais risques ? Mais question, comment les trier ? Parce que j'ai déjà un algorithme d'intelligence artificielle qui est plus malin que les autres, et apparemment, ça ne m'a pas permis de voir les mauvais risques. Bon, donc il y a clairement un problème avec les monnaies, que d'ordinaire, on règle en disant mais c'est que l'algorithme d'intelligence artificielle est en cours d'optimisation, n'est-ce pas ? Et croyez-moi, dans un an, on va exploser le marché. Ouais, alors ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend, cet argument, d'accord ? Et ça marche pas toujours. Bon, alors en fait, si on regarde d'autres startups à la mode, d'autres jeunes pousses, d'ailleurs, c'est plus des jeunes pousses, parce que vous savez que maintenant, le grand truc depuis la loi Pacte, c'est de faire la différence entre les startups et les scale-up, d'accord ? Donc startup, c'est moins de 5 ans et modèle économique pas mature. Scale-up, c'est quand vous avez une innovation qui est mature et que vous attendez, qu'en gros vous avez besoin d'argent pour la déployer. Bon, et donc start-up, c'est jeune pousse en français, et scale-up, c'est jeune tige, parce que ça pousse. Bon, alors là, on est donc avec des scale-up, c'est-à-dire l'idée que c'est des entreprises qui ont... Pourquoi scale-up ? Parce que ce qui est mûr, c'est l'application qui vous permet de souscrire. Bon, donc on vient de dire, la particularité de Lemonade, c'est que elle a une application qui est tout à fait sexy, qui permet à la fois de souscrire et de faire la demande d'indemnisation. La particularité de Lemonade, mais ça va être comme tous les autres pure players dont on va parler. La spécialité de Lemonade, c'est donc qu'elle permet, avec le bénéfice qui découle de chaque... en gros, si vous n'avez pas de sinistre, il y a une partie de votre cotisation qui est reversée à une ONG. C'est ça qui est censé garantir l'alignement des intérêts de la compagnie avec le vôtre, mais comme on l'a vu, ça ne marche pas complètement puisqu'il y a un prélèvement à la source, en fait. Si on regarde les primes brutes émises, j'ai oublié de dire que ça devait être en... Oui, pardon, ça doit être pour le deuxième trimestre de 2018. Donc là, on était à 9 millions, et donc on doit être à 40 millions en rythme annuel en 2018, quelque chose comme ça. Les primes nettes acquises, c'était pas grand-chose par rapport à ça. On arrive donc... ça c'est le résultat 2017, excusez-moi. Si on regarde maintenant le résultat 2017, donc sur l'année 2017 et pas des bouts de semestre, etc., on arrive à un bénéfice net, donc vous voyez qu'il est à peu près moins 6 fois le montant des primes acquises. Et en fait, en 2017, le ratio de coût est monstrueux, d'accord, puisqu'il y a les coûts d'acquisition qui sont très forts. Bon, ça, c'est pour les monnaies. Alors, il y a deux autres modèles excitants, c'est Metromile et Route.
Alors pourquoi c'est des modèles excitants? Parce que Metromile, c'est de l'assurance pay as you go, d'accord? C'est-à-dire que c'est l'idée de mettre un capteur GPS dans la voiture et de vous faire payer votre assurance en fonction du nombre exact de kilomètres que vous avez fait et de la sinistralité des régions que vous parcourez. Évidemment, si vous allez dans les montagnes d'Afghanistan en voiture, ça coûte plus cher au kilomètre que si vous êtes sur une autoroute de l'ouest de la France. Voilà. Donc, alors pourquoi c'est innovant? Parce que jusqu'ici, l'assurance auto, c'était plutôt forfaitaire. Mais là l'idée, c'est que vraiment, on va vous compter exactement ce que vous consommez d'assurance. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Metromile? Eux, ils se sont lancés il y a 8 ans. L'idée, c'est qu'en fait, vous mettez un boîtier GPS dans la voiture. Donc, c'est pas une technologie... c'est une technologie avancée, d'accord? C'est qu'au Moyen-Âge, ça marchait pas bien. Enfin, c'est pas aussi excitant que le truc qui consiste à se filmer au milieu de son appartement dévasté et à faire analyser ça par un moteur d'intelligence artificielle. Là, c'est juste que vous avez un boîtier GPS dans la voiture, et puis le boîtier GPS, il dit en permanence au serveur où est la voiture, et comme ça, on calcule le nombre de kilomètres parcourus. Avec évidemment tout un tas de petits problèmes qui sont que quand vous tombez en panne dans un tunnel, quand vous vous garez dans un truc en béton, quand vous vous garez dans un parking souterrain, que vous laissez la voiture un certain temps, enfin bref, bon, il peut y avoir quand même un certain nombre de bugs avec le GPS. Mais bugs mis à part, qu'est-ce qu'on voit? On voit au bout du compte que le ratio sinistre sur prime net chez Metromile est de 107%. Comme en plus, il y a un ratio de coût de 22% qui est tout à fait standard, parce que en gros c'est 20% en moyenne, ce qu'on considère comme étant le chargement pour frais d'administration, en moyenne c'est 20%. Mais quand vous ajoutez les deux, on est à 129% de ratio combiné. Donc concrètement, les dépenses de l'assureur sont 1,29 fois les primes nettes qu'il a perçues, après 8 ans. Bon, donc il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que le modèle économique n'est pas rentable. Et donc le paiement au kilomètre, c'est pas miraculeux. Alors, le modèle économique émergent, c'est un modèle économique qui est... Enfin, le modèle économique émergent, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un modèle économique, mais l'idée émergente, ce serait que, en fait, si on veut tarifer au plus près, ce n'est pas le nombre de kilomètres qu'il faut tarifer, parce qu'en fait, le nombre de kilomètres, c'est peut-être biaisé en faveur des gros rouleurs, bref. Et puis, en fait, quand on fait de l'assurance au nombre de kilomètres, si vous voulez, la vraie difficulté... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la question de tarification à ce point-là, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas gagné d'argent. Donc l'idée, ce serait que la vraie segmentation, ce n'est pas en fonction du nombre de kilomètres, c'est en fonction du style de conduite. Et donc c'est Route qui est sorti avec ce modèle-là. L'idée de Route, c'est on met dans la voiture un boîtier qui n'est pas seulement un boîtier GPS, mais qui est un boîtier avec des accéléromètres, comme il y a dans votre téléphone, d'accord? Et les accéléromètres, ils vont enregistrer votre style de conduite, puisque les accéléromètres, comme leur nom l'indique, ils enregistrent les accélérations. Les accélérations, c'est les G que vous prenez. Les G, vous les prenez fondamentalement pour 3 raisons. 1, parce que vous accélérez. 2, parce que vous freinez. Et 3, parce que vous prenez des virages. Je vous rappelle qu'en virage, vous avez une accélération latérale. Et l'idée, c'est que, en gros, votre style de conduite, c'est l'intégrale des G que vous avez des G en valeur absolue. C'est-à-dire, plus vous accélérez fort, plus vous freinez fort, et plus vous allez vite en virage, plus vous conduisez comme un sauvage, et plus vous avez de chances d'avoir des accidents. Donc c'est à peu près aussi génial que ça, d'accord? Mais alors là où ça amuse tout le monde, c'est qu'en fait, enfin ça amuse surtout les garçons en fait, c'est qu'avant de pouvoir souscrire, vous avez une période d'essai où vous devez mettre le boîtier pendant 15 jours sur le siège passager de votre voiture, et en fait vous êtes à l'essai pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, Route vous propose un tarif, en fonction du style de conduite que vous avez eu pendant 15 jours. Je précise qu'aux États-Unis, 15 jours de conduite, ça fait des milliers de kilomètres, naturellement, ce qui n'est pas exactement le cas à Paris. Bon, donc il y a là-dedans un vrai côté jeu vidéo, qui est, pendant 15 jours, ma conduite va être notée, et à la fin, je vais avoir une note. Vous imaginez, dans une high school américaine, entre garçons qui ont 16 ans et qui viennent d'avoir leur première bagnole, le niveau d'émulation qu'il y a, d'accord? En gros, c'est et toi, tu as eu combien? Eh ben, je vais te battre. Et alors, en plus, ça pimente l'activité habituelle des teenagers américains qui ont eu leur première bagnole, qui consiste à faire la course, parce que non seulement il faut continuer à faire la course, mais en plus, il faut faire la course avec la contrainte qu'il faut avoir la meilleure note possible de la part de Route, puisque, en fait, de la note que vous aurez avec Route dépendra votre cotisation d'assurance. Donc, il y a évidemment tout un jeu pour savoir quand est-ce qu'on laisse le truc sur le siège passager, quand est-ce qu'on l'enlève, bref. Mais au bout du compte, alors, le vrai truc avec Route, c'est que, en gros, si vous conduisez vraiment trop mal, Route ne veut pas de vous.
Et ça, évidemment, c'est l'opprobre suprême, d'accord? C'est-à-dire que devant les copains d'avoir frimé, même si on a gagné la course qu'on avait organisée la veille, si au bout du compte on n'a pas de tarif d'assurance, c'est qu'on n'est pas malin, on n'a pas bien su gruger le truc, d'accord? Bon, donc de fait, Root est extrêmement à la mode. Alors il y en a plein les forums, surtout les forums de moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'il en est maintenant du point de vue économique? Bah, le ratio sinistre sur prime est de moins 268%, c'est-à-dire donc que le paiement des indemnités avec les frais de gestion de ces indemnités, c'est 1,68 fois les primes nettes qui ont été perçues. Quant au coût, c'est 19 fois les primes nettes qui ont été perçues. Pourquoi? Parce que là, le modèle économique consiste à faire de la pub. Et faire de la pub, ça coûte cher. Résultat, en gros, Root dépense 21 fois ce qu'il collecte comme prime après 3 ans d'existence. Bon, donc c'est pas extrêmement satisfaisant, mais on peut considérer que ça fait que 4 ans qu'ils existent, et qu'ils sont en progrès considérable. Si vous voulez, en gros, Root, ils sont à peu près dans la situation où étaient les monnaies en 2017, c'est-à-dire que c'est le moment où maintenant ça commence à décoller. Comme ça commence à décoller, ça améliore fortement le ratio combiné. En 2019, le ratio combiné s'est beaucoup amélioré. Enfin, il reste quand même supérieur à 300%, donc c'est quand même pas absolument fantastique. Et là encore, alors, là en ce moment, c'est le truc dont on dit oui, mais ils vont tout trouver parce que ça y est, vraiment, ils savent bien. En fait, finalement, leur test de conduite, maintenant qu'ils ont mis en place la bonne tarification parce qu'ils sont assez connus, leur test de conduite est vraiment discriminant et ils sont capables de repérer les bons conducteurs. Pendant très longtemps, le test de conduite, c'était vous refusez les jeunes conducteurs de moins de 25 ans, vous refusez les gens avec des voitures de couleur vive, et vous refusez les gens qui ne savent pas bien remplir les formulaires. D'accord ? Et ça marchait très bien, il n'y avait pas besoin d'un truc d'intelligence artificielle avec des accéléromètres. Mais il ne faut pas le dire. Bon, donc de fait, peut-être que ce serait mieux. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que les soldes de gestion importants, c'est le ratio sinistre sur prime, net, qui rapporte donc le montant qui a été versé en indemnité, plus les frais de gestion de ces indemnités, au montant des primes nettes, c'est-à-dire les primes, une fois qu'on a défalqué, les coûts de commercialisation et ce qui a été cédé soit aux intermédiaires, soit à la réassurance. Les coûts, ce qu'on appelle le ratio de coûts, là c'est vraiment les coûts administratifs divisés par les mêmes primes nettes, et le ratio combiné, c'est la somme du ratio sinistre sur prime nette et du ratio de coûts. Bon, donc ce qu'on voit, c'est que d'ordinaire, il faut que ce soit quand même fortement inférieur à 100% pour qu'on puisse gagner de l'argent. On comprend que ça puisse être supérieur à 100% temporairement quand il s'agit d'acquérir des nouveaux clients, mais la question de savoir à quel moment on gagne de l'argent est quand même posée pour ces startups, dont on peut se demander si elles ne sont pas en train de suivre la trajectoire que suivaient les startups de la fin des années 90. Vous avez tous dû entendre parler du crack Internet de 2001. Parce qu'en gros, en 2001, Wall Street a perdu 70% de sa valeur dans le cours de l'année, enfin, surtout le Nasdaq. En fait, c'est qu'il y avait énormément de valeurs Internet qui avaient des modèles économiques qui ressemblaient à ça. C'est-à-dire, en gros, vous dépensez 20 fois plus que vous ne facturez, et ce depuis 3 ans, il y a un moment où il y a une correction. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, à part la question de les ratios de gestion, c'est sinistre sur prime d'une part et ratio de coût d'autre part, et puis à part l'idée qu'on peut sortir une partie des coûts en faisant réassurer, et surtout quand on est une start-up, on peut se faire accompagner surtout quand on est une start-up avec des outils techniques intéressants, ou potentiellement intéressants, on peut se faire accompagner par des réassureurs qui vont accepter de supporter une partie de la perte. Parenthèse. L'algorithme d'intelligence artificielle de règlement des sinistres de Lemonade, personne ne l'a jamais vu, d'accord. C'est-à-dire on dit, vous filmez, et puis vous filmez les taches de peinture au plafond, enfin, les taches d'humidité au plafond, vous filmez les craquelures dans votre salle de bain, etc., et puis pouf, vous recevez l'indemnisation. Ça, c'est la théorie. C'est-à-dire que personne ne sait si, de fait, c'est une machine, enfin, un algorithme qui traite la vidéo, ou si c'est un centre d'appel au Pakistan, ou je ne sais pas où, d'accord. Que ça, l'avenir dira dans quelle mesure Lemonade a vraiment constitué une avancée considérable. Pour info, le type qui est le CEO de Lemonade, avant Lemonade, il avait créé une boîte qui fabriquait des chargeurs de téléphone portable par induction. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est l'idée que vous avez une base qui est branchée à une prise, et puis vous posez votre téléphone portable et ça va le recharger sans qu'il y ait de câble.
Il y a 5 ans, il expliquait avec le même aplomb que, en fait, il allait absolument transformer le modèle économique, d'ailleurs le modèle technologique de l'informatique, puisqu'il allait complètement supprimer les câbles. Donc 5 ans après, il vous explique qu'il va complètement transformer le modèle économique de l'assurance parce qu'il va supprimer les intermédiaires. Si ça marche aussi bien que son truc de chargeur par induction, il va effectivement transformer principalement les avoirs des actionnaires, d'accord, parce qu'il va se retrouver avec une boîte qui ne vaudra plus rien et donc les actionnaires, dont les actions ne vaudront plus rien. Voilà. Mais cette anecdote mise à part, ce qu'on voit quand même, c'est que même avec des idées et apparemment des innovations techniques, bon, qui restent à vérifier, avec un énorme buzz à la fois sur les réseaux sociaux et dans la presse traditionnelle, c'est pas facile de gagner de l'argent dans l'assurance. Pourquoi c'est pas facile de gagner de l'argent dans l'assurance? Parce que les marchés sont compétitifs. Qu'est-ce que ça veut dire, les marchés sont compétitifs? D'un côté, l'espace publicitaire est quand même hyper saturé. Alors ça, je pense que vous en avez tous fait l'expérience, d'accord? Vous ne pouvez pas ouvrir une vidéo YouTube sans voir Las Palais et compagnie vous raconter qu'il faut aller à la MAF. Plus, bon, à part cet aspect folklorique, il y a quand même que, en général, les process de souscription d'un côté et les process de gestion de sinistre de l'autre sont quand même hyper rationalisés. Et quand je dis rationalisé, c'est rationalisé en termes de coûts. Donc le petit nouveau qui arrive en disant « Ouais, moi je fais de l'intelligence artificielle », il est bien gentil, mais il faut vraiment qu'il soit très bon pour l'opérer. Et donc, alors, évidemment, l'idée c'est que face à un espace publicitaire saturé et face à des machines qui marchent bien, ce qu'on va essayer de faire valoir, c'est les innovations techniques, d'accord, et en général, l'objectif, c'est quand même de réussir une introduction en bourse où il n'y a pas encore d'ICO dans l'assurance, d'accord, enfin un truc dans le genre, qui permet de vendre cher l'idée d'une innovation, alors même qu'on ne gagne pas d'argent. C'est pour ça que je vous disais, on va vers un truc qui pourrait ressembler au crack Internet, parce que vendre des trucs qui ne gagnent pas d'argent, qui pour l'instant en perdent, qui sont fondés sur des innovations technologiques qui n'ont pas fait leurs preuves, comment dire, c'est quand même typique de phase de hausse irrationnelle. C'est-à-dire qu'en gros, acheter des actifs dont la possibilité d'exister encore dans 3 ans est pas du tout claire, ça marche dans les phases où les gens achètent n'importe quoi, ça marche pas en temps normal. Bon, donc de fait, on ne sait pas si Lemonade, Root et Metromile, c'est pas tout simplement des boîtes qui ne savent pas tarifer, ou si vous préférez, ne savent pas sélectionner leurs clients, ou si vous préférez encore, sont typiquement des boîtes d'assurance, de RC, qui ne sont pas efficaces, et qui cachent cette absence d'efficacité par un discours technologique, ou si c'est l'assurance de l'avenir, avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui restent à caler, qui ne sont pas complètement calés, et une clientèle qui va arriver par bouche à oreille, etc. Donc ceci pour illustrer le risque de la responsabilité civile, enfin la difficulté particulière de la responsabilité civile, des assurances de responsabilité civile et de dommages, qui est de trouver des bons risques, ou du moins des risques qui soient à pari au coût. Alors je vous passe les petits détails amusants, mais la raison pour laquelle je ne m'assurerai jamais chez Lemonade, même s'ils venaient un jour en France, c'est que ce qui est très rigolo quand vous lisez les contrats, ce qui est quand même un peu utile, c'est le montant des exclusions de garantie. Pas dans le sens franchise, d'accord, c'est en gros si... alors, oui, il y a des exclusions de garantie, c'est-à-dire que la garantie de base, elle va couvrir les dégâts des eaux ou les incendies que vous allez créer dans l'immeuble, mais en revanche, pour ce qui vous appartient, sont exclus les bicyclettes, les appareils informatiques, tout ce qui est caméra, appareil photo, etc., et tout ce qui est bijoux, et tout ce qui est objet de valeur. Donc en gros, il reste ce qu'il y a dans votre frigo et vos fringues, d'accord. Et encore, il ne faut pas que ce soit des fringues de valeur. Si vous voulez faire assurer votre vélo, votre appareil photo, votre téléphone portable, je ne sais pas quoi, il faut souscrire des garanties complémentaires. Bon, donc déjà, c'est la machine à cash, d'accord. Mais surtout, donc, je vous dis, exclusion de garantie pour la plupart des objets de valeur, d'accord. Mais en plus, la vraie exclusion de garantie, elle est sur la garantie incendie et la garantie dégâts des eaux. Chez Lemonade, elle est limitée à 100 000 $. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites des dégâts des eaux chez vos voisins, Lemonade va payer 100 000 $, et puis le reste, c'est pour votre poche. Vous imaginez quand vous faites une inondation dans un immeuble de 94 étages à New York. Pour que ça fasse 100 000 $ de dégâts, il faudrait que ça fasse 1 000 $ de dégâts à chaque étage. Ça risque de ne pas être le cas. Bon, pour info, en France, je ne connais pas de compagnie qui garantissent moins de 10 millions € sur des risques comme ça.
Et la plupart des contrats de multirisque habitation, c'est des garanties illimitées. Concrètement, vous foutez le feu à l'immeuble et tout le monde meurt. Bon, c'est affreux, d'accord, mais en l'occurrence, votre compagnie d'assurance, elle va indemniser le propriétaire de l'immeuble, elle va indemniser les ayants droit, enfin, ou les ayants droit s'il a brûlé lui aussi, elle va indemniser les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers, et de tout ce qui a été brûlé, et des âmes défuntes, d'accord. Les monnaies, c'est 100 000. Donc, si vous foutez le feu à l'immeuble, vous n'avez pas intérêt à être parti en week-end, parce que quand vous allez rentrer, vous allez faire un tour à Londres qui va durer quelques centaines d'années. Parce que, comme vous le savez, la justice américaine aime les condamnations longues. Voilà. Bon, donc fin de la parenthèse, et on va quitter la question de la gestion et de la sélection des risques pour aller vers la micro. Je ne vais pas y passer longtemps, mais disons que c'est pas absolument inintéressant pour comprendre. En fait, c'est important de comprendre la microéconomie, essentiellement pour comprendre les problèmes qui sont liés à la coexistence de plusieurs niveaux de risque sur un marché. Bon, c'est les trucs que Stiglitz en fait a démontré dans les années 70. Bon, alors, la question se pose de savoir comment est-ce que, du point de vue micro, on représente les décisions des agents économiques et donc leur décision de s'assurer ou de ne pas s'assurer. Bon, l'idée, c'est que on représente les décisions risquées par la théorie qu'on va appeler théorie de l'espérance d'utilité, qui a été formulée pour la première fois par Daniel Bernoulli, et puis qui a été reprise d'une manière ou d'une autre par Laplace, puis par Marshall, puis par von Neumann-Morgenstern, sauf qu'elle n'a pas été exactement reprise, parce qu'en fait, ce n'est pas exactement la même théorie. Même si formellement, la fonction de décision reste une fonction d'espérance, une fonction d'utilité, en fait, ça n'a pas le même sens, parce que chez Bernoulli, il y a l'idée qu'il s'agit en gros de... On a à choisir entre deux perspectives. Enfin, bon, on va commencer par écrire la fonction de décision, on va voir la situation de décision de Bernoulli, et puis on va voir la situation de décision à la fois de Neumann-Morgenstern, on va voir ce qui a changé. Bon, donc l'idée générale, c'est qu'on a un agent A, il a un niveau de richesse R, et une fonction d'utilité qu'on va appeler UA. Il a à décider entre, en fait, une première stratégie qui lui donne un résultat X1 avec une probabilité P1, et un résultat Y1 avec une probabilité 1 moins P1. Donc la première stratégie, c'est en gros une variable de Bernoulli. Vous avez une probabilité P1 d'avoir un résultat X1 et un moins P1 d'avoir Y1. Et puis une deuxième stratégie qui vous donne un résultat X2 avec une probabilité P2 et un résultat Y2 avec une probabilité 1 moins P2. Tout ça fait rêver naturellement, mais imaginez que X1 c'est un voyage aux Caraïbes, Y1 c'est 10 coups de fouet, X2 c'est un voyage sur la Lune, et Y2 c'est 2 coups de pied au derrière. Et voilà, ça y est, le rêve est arrivé à peu de frais, n'est-ce pas? Bon, alors, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on choisit, et on va dire que l'agent choisit en fonction de son espérance d'utilité, c'est-à-dire qu'on écrit l'utilité, non pas on écrit non pas l'espérance des variables aléatoires, on n'écrit pas P1 X1 plus 1 moins P1 Y1, mais on écrit P1 UA X1, donc on écrit, en fait, on remplace la valeur de la variable par l'utilité qui en découle. Bon, et puis je me rends compte que j'ai fait une deuxième bêtise, c'est-à-dire que ici j'ai oublié, il va falloir que je note que je dois changer. Excusez-moi, mais j'ai un truc à changer donc dans le slide sur les monnaies. Il y a en fait le ratio de CD, il faut changer, et ici, il faut que l'utilité, ce soit l'utilité de X1 plus le niveau de richesse, bien sûr, vous savez. D'accord? Mais donc l'idée, c'est qu'on fait l'espérance d'utilité du ménage, en intégrant bien sûr le niveau de richesse en plus du gain aléatoire, et puis on regarde laquelle des deux stratégies donne le niveau d'utilité le plus élevé, et l'agent choisit la stratégie qui lui donne le niveau d'utilité le plus élevé. Alors, donc c'est une espérance d'utilité, d'accord, enfin, en fait c'est l'espérance de l'utilité du décideur. Donc d'où vient cette expression espérance d'utilité? Elle vient en fait du paradoxe de Petersbourg, dont vous avez probablement entendu parler. Alors le paradoxe de Petersbourg, en fait, il n'a pas grand-chose à voir avec Petersbourg en soi. On lit parfois que ça s'appelle comme ça parce qu'à la cour de Catherine la Grande à Saint-Pétersbourg, je ne sais pas quoi, non, enfin Catherine la Grande n'a rien à voir avec cette affaire. En fait, l'histoire, c'est que celui qui a posé la question, il me semble que c'était Nicolas Bernoulli. Et Nicolas Bernoulli, pour autant qu'il m'en semble, c'est le fils de Jacques. Non, de Jean, pardon. Alors que Daniel, c'est le fils de Jacques. Et en fait, donc, vous savez, les Bernoulli,
c'est des probabilistes, enfin c'est des mathématiciens de père en fils du milieu du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe. Et bon, les deux cousins se trouvent, qui habitent à Bâle tous les deux, se trouvent à échanger des balles justement sur ces questions de probabilité, jusqu'à ce que Daniel soit élu prof d'université, enfin plutôt soit invité par Catherine et par l'Académie des sciences de Russie à aller à Saint-Pétersbourg, et il publie son article sur la question dans les commentaires de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, qui sont l'équivalent des commentaires de l'Académie des sciences de Paris. Et c'est parce qu'il publie son article dans la revue en gros, de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg que ça s'est appelé le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Mais c'est un problème qui avait été discuté entre Bâlois et accessoirement avec des Français et des Anglais. Je dis entre Bâlois, puisqu'il y avait aussi Gabriel Kramer, celui des déterminants qui était dans l'affaire, et puis entre Français et Anglais, parce qu'il y avait Montmort qui était anglais, enfin qui était un protestant français exilé à Londres, et puis Buffon qui ont aussi participé au débat. Bon bref, toujours est-il que ça n'a rien à voir avec Saint-Pétersbourg que l'endroit où ça a été publié. Bon, et alors de quoi est-il? Pourquoi est-ce que c'est un paradoxe? C'est un paradoxe non pas parce que c'est une contradiction, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Il n'y a pas de contradiction logique dans le sens où on parle de paradoxe maintenant, d'accord? Mais c'est un paradoxe dans la mesure où ça heurte l'opinion courante. L'opinion courante, c'est la doxa, d'accord? Donc, qu'est-ce qui heurte l'opinion courante? C'est la solution qui est proposée, non pas seulement par Daniel Bernoulli, mais c'est en fait la différence entre la solution qui était préconisée par l'espérance mathématique et l'opinion courante. C'était ça qui faisait paradoxe. La solution de Bernoulli, c'est tout le contraire d'un paradoxe, comme on va le voir. Bon, alors qu'est-ce que c'est ce jeu de Pétersbourg? Si je le reprends dans les termes de l'époque, c'est que A jette en l'air une pièce de monnaie, A c'est le premier joueur, et B s'engage à lui donner l'écu si le côté de la croix tombe le premier coup, 2 écus si c'est au second coup, 4 écus si c'est au troisième coup, 8 écus si c'est au quatrième coup, etc. En fait, il y a un joueur d'accord, et un banquier, c'est-à-dire que celui qui jette la pièce de monnaie, il jette la pièce de monnaie, et tant que... Alors, croix ou pile, ça se dit plus tellement, d'accord? Maintenant, il n'y a plus croix ou pile, maintenant, il y a pile ou face, d'accord? Mais l'idée, c'est que tant que c'est pile qui sort, le joueur rejoue, et quand face sort, le banquier lui paye un montant qui est 2 puissance n-1 fois où pile est sorti. D'accord? Donc ça peut être 1 si pile sort du premier coup, puisque c'est 2 puissance 0, et puis 2, 4, 8, 16, etc., jusqu'à 2 puissance n-1, qui peut être l'infini. Bon, donc la question c'est, combien êtes-vous prêt à miser pour jouer à ce jeu-là? Et c'est ça qui est la question intéressante, que dans le texte original de Bernoulli, qui était donc publié en latin, puisque le commentaire de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg c'est en latin, et puisque le latin est quand même la langue scientifique du XVIIIe, enfin la première moitié au moins, Bernoulli demande queritur sors Pauli, donc on demande quelle est l'espérance de gain de Paul. Pourquoi on demande quelle est l'espérance de gain de Paul? Parce que, en gros, pour que le jeu soit un jeu équitable, il faut qu'il mise son espérance de gain. Et si on regarde l'espérance mathématique, bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une espérance mathématique, mais dans le cas de ce jeu-là, l'idée c'est que vous avez en fait une chance sur 2 de gagner. En gros, vous avez une chance sur 2 de faire face au premier coup et donc de gagner 1. Et puis une chance sur 2 fois une chance sur 2, c'est-à-dire quand vous faites pile puis face, de faire face au deuxième coup et puis de gagner 2. Et puis une chance sur 2 fois une chance sur 2 fois une chance sur 2, de gagner 4. Et puis une chance sur 2 fois une chance sur 2 fois une chance sur 2 fois une chance sur 2, de gagner 8. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours une chance sur 2 puissance n de gagner 2 puissance n moins 1. D'accord? Donc votre espérance mathématique, si c'est la somme des pays xi, c'est en fait la somme des... Les probabilités, c'est 1 sur 2 puissance i. Les xi, c'est 1 sur 2 puissance i moins 1. Et quand vous faites 2 puissance i moins 1 sur 2 puissance i, ça se simplifie, il vous reste un i. Et donc l'espérance mathématique de ce jeu, c'est une somme infinie de facteurs qui valent un demi. Enfin, de facteurs, d'intégrants, de produits, voilà, qui valent un demi. Et quand vous additionnez l'infini fois un demi, alors vous direz, l'infini fois un demi, c'est la moitié de l'infini. Enfin, la moitié de l'infini, ça reste l'infini quand même. Bon, donc de fait, l'espérance mathématique de gain, c'est l'infini. Et là, ce qui se passe, c'est comme ça que ça devient un paradoxe, c'est que la solution qui consiste à faire payer à un joueur son espérance mathématique de gain, c'était jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la formulation du paradoxe par Nicolas Bernoulli en 1708, c'était la manière standard
je dis 1708, mais oui, je crois que c'est ça. Enfin, c'était la manière standard de considérer la solution de ces problèmes de décision. En effet, on considérait que ce qui était normal, c'était de faire payer le juste prix du risque, pour dire les choses, enfin, en tout cas le juste prix de la perspective aléatoire, on dirait aujourd'hui, et que le juste prix de la perspective aléatoire, c'était l'espérance mathématique. Et donc, on se disait, bah, le truc qui est à la fois raisonnable et juste du point de vue de la justice, c'est de payer l'espérance mathématique. Mais là, ce qui paraît paradoxal, c'est qu'aucune personne ne serait prête à payer l'infini pour jouer à un tel jeu, c'est-à-dire que ça paraîtrait ni raisonnable, ni même juste. C'est-à-dire payer l'infini à quelqu'un pour avoir une chance sur deux de se retrouver avec un écu, c'est quand même c'est une drôle de définition de la justice. Donc le paradoxe, il est là. Il est dans le fait que la solution classique, qui est de faire payer l'espérance mathématique, paraît pas raisonnable. Bon, et de fait, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1 sur 2 log 2 puissance la mise. Ah oui, pardon, ça c'est la probabilité de récupérer une mise. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la mise que vous faites, la probabilité que vous avez de la récupérer, c'est la partie entière de ce truc-là. Et donc, de fait, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce que si vous misez 1, bon, vous êtes sûr de récupérer votre mise. Si vous misez 2, vous n'avez qu'une chance sur 2 de récupérer votre mise. Si vous misez 4, vous n'avez qu'une chance sur 4 de récupérer votre mise, ainsi de suite. Donc de fait, c'est là qu'est le paradoxe. C'est-à-dire que, quelle que soit la mise que vous faites, vous avez quand même une probabilité assez faible de récupérer la mise. Et vous avez une probabilité tellement faible que ce n'est pas un jeu excitant. C'est-à-dire que, dans un jeu comme un billet de loterie, vous misez pas grand-chose, mais vous avez l'impression que vous pouvez gagner un gros paquet avec une probabilité qui n'est pas délirante. Dans un jeu comme celui-là, vous pouvez effectivement gagner l'infini. Bon, d'abord, ça ne sert pas à grand-chose. Mais la probabilité de gagner une somme importante est tellement faible que ça paraît pas raisonnable. Alors, pourquoi est-ce que Daniel Bernoulli est passé à la postérité? Évidemment pas pour ça, mais surtout pour ses considérations sur l'hydrodynamique et puis pour ses solutions des équations à dérivées partielles, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc on va revenir au nôtre. Et donc il est revenu à ça parce que, enfin, pardon, il a trouvé une solution en redéfinissant la notion de valeur. Il dit on peut donner une définition du vocable valeur, ça c'est une traduction, c'est pas la mienne d'ailleurs, c'est celle de Charton, qui était publiée dans les cahiers du séminaire d'histoire des maths, si vous voulez retrouver l'article. On peut trouver une définition du vocable valeur de façon que tout ce qui s'ensuit s'impose sans réserve à tous, à savoir celle de la valeur estimée non pas à partir du prix de la chose, mais à partir de l'utilité que chacun peut en tirer. C'est là que c'est intéressant, c'est que c'est quand même la première formulation explicite de la valeur utilité, et on est en 1738. Enfin, du moins, c'est publié en 1738, mais le papier a été écrit en 1730. Le prix estimé à partir de la chose elle-même est le même pour tous. Mais l'utilité dépend de la condition de chacun. Il n'y a pas de doute que 1000 ducats offrent plus d'avantages pour un pauvre que pour un riche, bien que le montant soit le même pour l'un et pour l'autre. Donc quand il a dit ça, il a tout dit. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilité relative ou subjective d'une même somme dépend de la richesse que vous possédez déjà. Donc c'est en gros une fonction décroissante de la richesse que vous possédez déjà. Donc on a une utilité marginale décroissante. Donc vous voyez Bernoulli veut en venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il veut en venir 140 ans avant les Autrichiens. Bon, donc de fait, il est très en avance sur les questions d'utilité marginale décroissante, mais donc ce qu'il va dire, c'est qu'on décide en fonction de l'espérance, non pas mathématique, mais de l'espérance d'utilité, avec une fonction d'utilité qui est donc une fonction concave. Et ce qui est, enfin, il faut comprendre que, comme Bernoulli écrit, il considère que tout le monde a la même fonction d'utilité. C'est-à-dire qu'il y a une fonction d'utilité unique pour l'humanité, et que le but de la science, c'est de découvrir quelle est la vraie fonction d'utilité, même si lui, il fait qu'une hypothèse, qui est que cette fonction serait logarithmique. Bon, alors, de là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, comme vous le savez probablement, que la théorie de la décision, en fait, attendra quand même une grande partie du XXe siècle pour se structurer, avec deux moments structurants importants. Le premier, c'est dans les années 30, Ramsay, mais il est mort très jeune, donc il n'a pas eu le temps de faire la propagande, mais c'est Finetti qui l'a fait. Ils ont montré l'un et l'autre que si vous avez des préférences qui ne sont pas linéaires en probabilité, c'est-à-dire concrètement, si votre fonction de décision face au risque n'est pas une espérance, n'est pas de la forme d'une espérance, alors vous êtes dans le cas où on peut prendre contre vous une série de paris qui fait que vous allez avoir une perte certaine. C'est ce qu'on appelle le Deutsche Buch. Donc ça, c'est le premier temps de la démonstration.
Alors, ceci dit, ça c'est une possibilité métaphysique, mais pour que ce soit réalisé dans les faits, c'est plus compliqué, surtout en statique. Et puis en 1944, von Neumann et Morgenstern publient la théorie des jeux, dont qu'on pourrait résumer à on déduit des décisions qu'elles semblent résulter de la maximisation de l'espérance d'une fonction d'utilité. C'est-à-dire, en gros, von Neumann et Morgenstern ne considèrent pas, comme Bernoulli, que la bonne manière de décider, c'est de décider en fonction de l'espérance de l'utilité, de cette fonction d'utilité qui est commune à l'humanité. Il dit simplement, quand on regarde les décisions des gens, on peut considérer que c'est le résultat de la maximisation de l'espérance d'une fonction d'utilité qui peut être propre à chacun. D'accord ? Bon, et donc, en fait, on est passé quand même d'un paradigme où on a en gros une espèce de modalité de décision qui serait la même pour toute l'humanité, à il y a des préférences individuelles. Ces préférences individuelles, leur structure, pour qu'elles soient rationnelles, c'est celle d'une fonction d'espérance d'utilité. D'accord, ça c'est Ramsey-Finetti. Et on constate que les décisions des gens sont conformes à cette structure rationnelle des préférences. Avec une grosse parenthèse quand même, c'est que autant... Enfin, une grosse parenthèse quand même, qui fait quand même qu'il y a une convergence entre les deux points de vue, même si apparemment c'est pas du tout le même discours, c'est que, en fait, bon, vous savez, il y a eu beaucoup de contradictions expérimentales de la théorie de von Neumann et Morgenstern, on va revenir bientôt sur le paradoxe d'Halley, mais l'idée de von Neumann et Morgenstern, c'est pas d'expliquer toutes les décisions, d'accord ? C'est d'expliquer que, en gros, les décisions que les gens prennent en ayant conscience de ce qu'ils font, parce que c'est un problème qu'ils connaissent bien, ben là, ils vont les prendre de manière rationnelle, c'est-à-dire conformément à la théorie, d'accord ? Mais c'est sûr que si vous demandez aux gens, si vous posez aux gens des questions aussi absurdes que celles que je vous ai proposées tout à l'heure, c'est-à-dire entre une stratégie où vous avez à gagner un voyage aux Bahamas contre des coups de fouet et une stratégie où vous avez un voyage sur Mars contre des coups de pied au derrière, qu'est-ce que vous choisissez, avec des probabilités bizarres, d'accord, qu'est-ce que vous choisissez ? Bah, évidemment, votre réponse à cette question n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que de toute façon, c'est une question qui est tellement absurde que c'est pas une question qu'on peut utiliser pour estimer si ou non la théorie est vraie. Bon, et donc de manière générale, enfin, pas de manière générale, mais il y a beaucoup d'expérimentations sur les questions de décision qui reposent comme ça sur des questions à base de loterie. Et évidemment, les gens, quand vous leur posez des questions à base de loterie, ils vont répondre dans la mesure où ça les concerne, d'accord ? Alors que quand il s'agit de prendre des décisions sur l'achat d'une assurance qui sont obligés d'acheter tous les ans, ou sur des stratégies d'investissement qui, dans la mesure où ils ont de quoi investir, ils font effectivement, dès lors que vous leur parlez de choses, enfin, que vous explicitez les choix qu'ils font réellement dans la vie, c'est pas du tout la même rationalité qui est en cause que quand vous leur posez des questions qui ne les concernent pas. Donc, je fais cette parenthèse pour expliquer que c'est pas parce que la théorie a pu être réfutée qu'elle n'a pas de sens. La réfutation expérimentale de la théorie, comme on en a certainement parlé, elle concerne effectivement un certain nombre de cas qu'il faut examiner en tant que tels, mais on peut considérer que pour des décisions répétées, enfin, des décisions qui sont faites suffisamment en conscience, ça doit marcher. Bon, alors concrètement, comment ça marche ? Ben, on imagine qu'on a deux variables aléatoires, une variable x qui est discrète et qui donne des résultats xi avec des probabilités pi, i étant entre 1 et m, et puis une variable y qui donne des résultats yi avec des probabilités qi, on a n résultats possibles. Et donc en fait, si on veut choisir x par rapport à y ou y par rapport à x, enfin si on veut se décider entre x et y, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer l'espérance de l'utilité qu'on dérive de ajouter x à r, et l'espérance de l'utilité qu'on dérive de ajouter y à r, et puis on va voir ce qui donne la plus grande espérance d'utilité, et on va choisir la stratégie qui correspond à la maximisation de l'espérance d'utilité. Le vrai problème de cette théorie, enfin, avant les problèmes expérimentaux dont on va parler, le vrai problème, c'est évidemment que c'est très compliqué d'évaluer une variable aléatoire directement, puisqu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'évaluation, le choix entre deux variables, il dépend de l'espérance d'utilité, de l'ajout de la variable au niveau de richesse qu'on a déjà. Donc concrètement, si on veut connaître la valeur de la variable pour chaque individu, et ça, on est dans la lignée de ce que disait Bernoulli, c'est-à-dire que les gens estiment les choses, les valeurs, non pas en fonction d'une valeur absolue, mais en fonction de ce que c'est pour eux. Mais on a vu qu'il y avait une complication supérieure par rapport à Bernoulli, qui est que maintenant on considère que chacun a sa fonction d'utilité.
Donc de fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on voit que la valeur de x pour la personne dont les décisions sont représentées par la fonction d'utilité u, sachant qu'elle possède un niveau de richesse R, c'est quoi? Ben, c'est u moins 1 de l'espérance d'utilité de cette variable ajoutée à sa richesse, moins le niveau de richesse. Donc de fait, c'est pas exactement simple à mesurer, la valeur d'une variable aléatoire pour une personne à un niveau de richesse donné. Bon, comme c'est pas simple à mesurer, on a en fait... on simplifie le problème de deux manières. D'une part, en essayant de caractériser les attitudes face au risque des personnes, de manière un peu générale, et pas seulement en disant bah, il y a une fonction d'utilité et puis je vais vous donner la fonction d'utilité débrouillons. Et d'autre part, en essayant de simplifier l'évaluation des perspectives aléatoires à travers la notion de prime de risque. Bon, alors déjà, le classement des personnes en fonction de leur attitude devant le risque, bon, comme vous le savez, c'est relativement simple. Il y a l'idée qu'il y a des riscophiles et des riscophobes, qui sont des termes qui ne sont pas corrects, puisque, comme je vous le rappelle, normalement, quand on met des racines, quand on fabrique un mot à partir de racines grecques ou latines, il faut que le mot soit complètement cohérent. On ne mélange pas du grec et du latin. Or, riscus, c'est du latin médiéval, qui est l'analogue du risicone en grec. Donc, normalement, il faudrait dire risicophile et risicophobe. Donc, je vais vous le faire comme ça. Mais en gros, si l'espérance de l'utilité est supérieure à l'utilité de l'espérance, alors le décideur va être dit risicophile et il va choisir les perspectives aléatoires correspondantes. Si l'utilité de l'espérance est égale à l'espérance de l'utilité, alors le décideur est neutre au risque. Et si l'utilité de l'espérance est plus faible que l'espérance de l'utilité, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que le décideur va être risicophobe et qu'il va avoir de l'aversion pour le risque et qu'il ne va pas vouloir ajouter les perspectives aléatoires à son revenu. Bon, alors, de fait, l'aversion pour le risque, comme vous le savez, ça se traduit par une fonction d'utilité concave, d'accord? Et donc, pourquoi ça? Ben parce que, vous voyez, si on prend le petit schéma qui est là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une variable aléatoire qui conduit à deux états de la nature possibles, un état W1 où vous avez une perte par rapport au montant de richesse que possède l'agent, un état W2 où vous avez un gain, et l'espérance, c'est espérance de W, qui est donc représentée sur l'axe des abscisses. Et puis, on a notre fonction d'utilité concave, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que, de fait, si on fait la somme, si on prend l'espérance de W, elle est sur la courbe, et elle est au-dessus de la corde. La corde, c'est la ligne pointillée. Or, la corde, c'est justement là-dessus que se place l'espérance d'utilité. D'accord ? Donc l'espérance d'utilité, elle est sur la corde. Pourquoi? Puisque l'espérance d'utilité, c'est une combinaison linéaire des deux possibilités qui sont W1, enfin, qui sont U de W1 et U de W2. D'accord? Donc l'espérance de l'utilité, elle est sur la corde, en pointillé, elle est en dessous de l'utilité de l'espérance. Donc quand vous êtes risicophobe, vous préférez avoir l'espérance qui est sur la courbe, plutôt que de prendre le risque, puisque l'utilité que vous donnez à prendre le risque, c'est l'espérance de l'utilité, c'est l'espérance de l'utilité, et l'espérance de l'utilité, elle est sur la corde, donc elle est en pointillé. À l'inverse, d'accord, donc, le premier rond, c'est l'utilité de l'espérance. Donc si on vous donne l'espérance mathématique, ça c'est votre niveau d'utilité. Le deuxième rond, c'est l'espérance de l'utilité, donc c'est l'utilité que vous allez dériver, d'effectivement prendre le risque, et donc d'avoir soit W1, soit W2 qui se réalisent. Évidemment, au bout du compte, vont se réaliser W1 ou W2, et donc votre utilité, ce sera U de W1 ou U de W2. Mais ex ante, votre espérance, c'est P U de W1 plus 1 moins P, P de W2. D'accord? Pardon, plus 1 moins P, U de W2. Et ça, pour vous, si votre fonction d'utilité est concave, bah, fatalement, c'est en dessous de la fonction d'utilité, puisque quand une fonction est concave, la corde est en dessous de la fonction. Donc, de fait, concavité de la fonction d'utilité égale aversion pour le risque ou risicophobie. Inversement, si vous avez une fonction d'utilité qui est convexe, bah, la corde est au-dessus. Donc là, si entre les deux solutions W1, enfin, entre les deux possibilités W1 et W2, qui résultent du tirage d'une variable aléatoire, bah, de fait, si vous prenez
si vous acceptez le risque, votre utilité, qu'est-ce que ça va être? Ça va être P U de W1 plus 1 moins P, U de W2. Et donc ça, c'est sur la corde, c'est-à-dire sur la ligne pointillée. Alors que si vous prenez l'espérance, l'utilité de l'espérance, ça va être sur la courbe en dur, d'accord? Et on voit que cette courbe en dur, elle est en dessous de la ligne pointillée. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'une corde est au-dessus d'une fonction convexe. Bon, donc de fait, dès lors que votre fonction d'utilité est convexe, vous allez montrer du goût du risque. D'accord? Alors, ça vaut pour tous les comportements. On peut dire que les gens qui jouent au tiercé, ils ont du goût du risque parce qu'ils misent alors que leur espérance de gain est négative. Pourquoi est-ce que leur espérance de gain est négative? Parce que la preuve que leur espérance de gain est négative, c'est que le PMU gagne de l'argent sur le dos des parieurs. Voilà. Bon, et puis après, s'ils ne sont pas encore convaincus et qu'ils pensent qu'eux, ils ont une espérance positive mais pas les autres, il faut quand même les rassurer. Si le PMU les laisse jouer, c'est parce que le PMU pense qu'ils ont une espérance de gain négative. Et il faut dire quand même une chose, c'est que des parieurs qui s'enrichissent en gagnant au PMU, j'en connais pas beaucoup. Voilà. Bon, donc je ferme la parenthèse. Et on a donc caractérisé aversion pour le risque et goût du risque. Bon, la neutralité au risque, c'est évidemment le cas où, puisqu'on est indifférent, alors c'est que l'espérance d'utilité et l'utilité de l'espérance sont confondues, puisque la fonction d'utilité est linéaire. Donc de fait, pour accélérer en gros, pour saisir rapidement le type de préférence pour le risque qu'ont les personnes, on a juste besoin de regarder la concavité de la fonction d'utilité. Et de la même manière, plutôt que de calculer l'utilité d'une variable aléatoire relativement à une personne, relativement à un niveau de risque, ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt à calculer une prime de risque, ce qui simplifie la façon dont on parle des variables aléatoires. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prime de risque? Ça tient compte du fait que, puisque les agents risicophobes, puisque les agents qui ont une aversion pour le risque, préfèrent l'espérance plutôt que d'affronter le risque, la question se pose de savoir, en gros, combien ces personnes sont prêtes à abandonner de rendement en échange de la certitude. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut, de la même manière, qu'est-ce qu'il faut leur donner pour qu'ils acceptent de prendre le risque? Alors, c'est pas très différent de l'acception de prime de risque dans le langage ordinaire. C'est-à-dire que dans le langage ordinaire, ce qu'on appelle une prime de risque, c'est ce qu'on paye à un salarié en contrepartie des risques qu'il prend dans son activité professionnelle. Avec l'idée qu'on le défraie, ou avec l'idée que si on ne lui payait pas cette prime de risque, finalement il préférerait ne pas avoir cet emploi. Là, c'est une généralisation de l'idée de prime de risque. Donc, si on veut écrire les choses correctement, il y a l'idée que on a une variable aléatoire z, d'accord, z tilde, le tilde indique que c'est aléatoire, et donc quand on ajoute cette variable aléatoire z tilde à la richesse, l'espérance d'utilité de la richesse plus z tilde va être évidemment inférieure à l'espérance d'utilité de la richesse, puisque c'est un aléa, d'accord. Et dans le cas présent, cette z tilde, elle est centrée, donc elle n'augmente pas l'espérance. Donc comme elle n'augmente pas l'espérance, c'est un pur risque. Et donc ce pur risque, il ne peut pas ajouter d'utilité à une personne qui serait risicophobe. C'est sûr que si on avait une variable aléatoire qui comportait du risque, mais qui augmentait l'espérance, ça pourrait aussi augmenter l'utilité. Mais là, si ça n'augmente pas l'espérance et que ça n'augmente que la dispersion, quand vous avez une fonction d'utilité concave, il va de soi que ça diminue l'espérance d'utilité. Bon, donc la question de la prime de risque, c'est en gros combien est-ce que j'ai enlevé à l'utilité de la personne, à l'utilité certaine de la personne, en lui ajoutant cette variable aléatoire. Si je suis capable de calculer le pi tel que l'utilité de R moins pi est égale à l'espérance d'utilité de R plus la variable aléatoire, j'aurai la prime de risque qui correspond à Z, donc à la variable aléatoire. Autrement dit, la prime de risque, c'est le coût que l'agent est prêt à payer pour se débarrasser de ce risque. Bon, et donc ça se calcule de la même manière que l'équivalent certain, c'est en fait le niveau d'utilité, pardon, l'équivalent certain, c'est le niveau de richesse qui est équivalent à une situation donnée. Bon, donc, comment est-ce qu'on calcule l'équivalent certain? On peut calculer l'équivalent certain de la loterie, ou on peut calculer l'équivalent certain de la richesse aléatoire de l'agent, d'accord?
Et en général, quand c'est des petits montants, donc pas la richesse aléatoire de l'agent, mais plutôt la valeur de la loterie, on va faire ça avec la prime de risque d'Arrow-Pratt, qui consiste en fait à faire un développement limité au voisinage de R, qui est le niveau de richesse, d'accord? Donc on écrit tout simplement que, alors un développement limité, ça consiste à dire que en fait l'utilité de R moins ce qu'on veut, c'est l'utilité de R moins le ce qu'on veut fois l'utilité de R dérivée, d'accord? Donc quand on applique ça à l'espérance d'utilité de la richesse plus la variable aléatoire, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a qu'en fait cette espérance d'utilité, c'est l'utilité qu'on a au niveau de richesse R, plus en fait la dérivée de la fonction d'utilité multipliée par cette variable aléatoire. Bon, et en fait on développe à l'ordre 2, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on développe à l'ordre 2? Ben parce qu'on développe à l'ordre 2 pour plus de précision. En fait on pourrait faire notre développement limité à l'ordre n, d'accord? Mais on va s'arrêter à l'ordre 2 parce que c'est ça qui permet de prendre en compte la concavité. Donc on a vu que c'était elle qui décidait ce qu'il en était de la version pour le risque. Pourquoi? Parce que le premier terme, il doit toujours être, enfin, le premier terme du développement, U de R, bon ça il est positif. Le deuxième terme, U' de R, il doit être positif aussi parce qu'en général la fonction d'utilité est croissante. Donc c'est évidemment pas la fonction, c'est évidemment pas la dérivée première de la fonction d'utilité qui va décider de cette valeur. En revanche, ce qu'on voit, c'est que le troisième terme, donc 1,5 de Z2 U seconde, ben ça, pour les agents qui ont l'aversion pour le risque, ça va donner un terme négatif. Pour les agents qui ont du goût du risque, ça va donner un terme positif. Donc ce qui va faire la différence entre les agents qui ont de l'aversion pour le risque, entre les agents risicophobes et les agents risicophiles, c'est justement le signe de ce troisième terme. C'est pour ça qu'il faut aller jusque-là. D'accord? Et donc, quand on fait le calcul, ben, on finit par trouver quoi? On finit par trouver que, en fait, la prime de risque, c'est 1,5 de sigma 2 A de R, où A de R est le coefficient d'aversion absolue pour le risque. C'est-à-dire, en fait, c'est tout simplement le quotient moins l'utilité, la dérivée seconde de la fonction d'utilité au niveau de la richesse divisée par la dérivée première. Donc c'est pourquoi c'est le coefficient d'aversion pour le risque? Parce qu'on voit que ça dépend de la concavité de la fonction. Et que c'est positif pour les gens qui ont une fonction d'utilité dont la dérivée seconde est négative. Donc de fait, plus le coefficient d'aversion pour le risque est grand, bah, plus vous allez exiger une prime de risque grande, plus aussi, bah, en gros, vous allez avoir de l'aversion pour le risque. Donc on va le voir parce que dès qu'on fera la statistique comparative sur le montant des primes d'assurance, on verra que les gens, on verra que la prime d'assurance est proportionnelle parce que cette prime de risque, ça pourrait être une prime d'assurance, pour se débarrasser en fait d'un aléa. Et donc ce qu'on voit, c'est que justement cette prime de risque, elle est proportionnelle à l'aversion pour le risque et à la variance du risque, et donc d'une certaine manière, l'aversion pour le risque, ça va indiquer combien les gens sont prêts à payer pour se débarrasser d'un risque. En fait, l'un des sujets, c'est que puisque on a une fonction d'utilité qui dépend du niveau de richesse, on peut avoir une intuition de la possibilité que ce niveau d'aversion absolue change avec le niveau de richesse. D'accord? Ça, en fait, c'est une intuition que Bernoulli avait lui-même, parce que et d'ailleurs Bernoulli se trompe, l'idée de Bernoulli, c'est de montrer que justement, le niveau de richesse induit des comportements différents face au jeu de Pétersbourg, et donc un mendiant refusera de miser sur le jeu de Pétersbourg, alors que quelqu'un qui est très riche pourra miser plus. Et de la même manière, ce que Bernoulli montre, si vous avez l'occasion, en fait, quand je dis tout à l'heure, le papier de Bernoulli est dans le cahier du séminaire d'histoire des maths, c'est parce qu'il est accessible en ligne, c'est un article très étrange, parce que c'est le premier article de microéconomie que je connaisse. C'est le premier article qui part de l'énoncé d'un problème, qui propose une solution théorique. Il commence avec le jeu de Pétersbourg, il dit la solution habituelle, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas satisfaisante parce que personne n'accepte de miser l'infini, et de manière générale, personne n'accepte de miser un montant élevé parce qu'il a une petite probabilité de récupérer son gain. La solution que je propose, c'est une fonction d'utilité qui est en fait avec une utilité marginale décroissante. Et donc, quand on utilise cette fonction d'utilité, alors voilà quelle est l'évaluation qu'on va donner du jeu, pour tel niveau de richesse, pour tel niveau de richesse, pour tel niveau de richesse. Et mon idée, en fait, elle n'est pas juste ad hoc pour résoudre ce problème-là, c'est une idée qui permet d'expliquer les comportements d'achat d'assurance des marchands. Et là, il montre qu'en fait, dans les opérations commerciales, les marchands vont retenir d'autant plus de risques qu'ils sont plus riches et acheter d'autant plus d'assurances qu'ils sont moins riches. D'accord? Donc Bernoulli va quand même assez loin dans la description des problèmes de décision,
et des problèmes microéconomiques. Et il va tellement loin que, enfin, il fait ce qu'on fera en microéconomie 150 ans après lui, quoi. Et donc, du coup, il a l'idée, effectivement, que ce qu'il n'appelle pas la version pour le risque, mais ce que nous, on appelle rétrospectivement la version pour le risque, ça doit être décroissant avec la richesse. Et donc, bon, mais ça, on verra quand on verra des spécifications de fonction d'utilité. Voilà. Cette aversion absolue pour le risque, elle est importante donc, pour calculer des primes de risque, qui sont des primes qui sont relatifs à des risques additifs. Donc, on a vu qu'on avait ajouté une variable aléatoire au niveau de richesse, et ces risques additifs, il faut qu'ils soient évidemment petits en proportion au niveau de richesse, puisque sinon la notion de développement limité n'est pas applicable. Vous pouvez faire un développement limité au voisinage de quelque chose, mais pas un développement limité n'importe où. Enfin, vous pouvez faire un développement limité n'importe où, mais le résultat sera très approximatif, c'est-à-dire en général complètement fou. Bon, maintenant, on peut imaginer qu'on a un autre type de risque, qu'on aurait un risque qui serait multiplicatif, donc qui serait lié, qui serait donc, quand je dis c'est pas un risque, c'est un risque multiplicatif, c'est pas un risque additif, c'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer qu'on a un risque, on ajoute quelque chose au revenu, ben on va ajouter ou retirer une proportion du revenu. En fait, là, ce qui va jouer, c'est non plus la version absolue, mais la version relative pour le risque, et donc il faut multiplier ça par la richesse. C'est normal, puisque justement, on a multiplié le risque par le niveau de richesse. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que... alors pourquoi c'est intéressant? Ben, c'est intéressant pour rendre compte du fait qu'il y a des risques qui ont un impact différencié selon le niveau de richesse qu'on a. Par exemple, autant le risque additif, c'était le risque du billet de loterie, d'accord? Donc quelque chose qui a la même taille pour tout le monde, et qui de fait n'a pas la même taille en proportion de la richesse de chacun. En revanche, on peut imaginer par exemple que chacun investit 50% de sa richesse dans sa maison, et donc du coup que s'il y a un sinistre sur la maison, ça va toucher 50% de la richesse. Or ça, c'est pas modélisable avec un risque additif, c'est modélisable avec un risque multiplicatif. Et donc quand vous utilisez des risques multiplicatifs, ce qui va permettre de désigner la prime de risque relative à un risque multiplicatif, c'est plus la version absolue, mais la version relative pour le risque. Et dans le cas de la version relative pour le risque, il y a de fortes chances qu'elle soit, elle, soit constante, soit croissante, avec le niveau de richesse. Bon, alors, exemple de fonction d'utilité, bah, vous avez déjà dû en voir en micro. Bernoulli, donc, il considérait la fonction log, mais typiquement, si on veut l'intérêt de la fonction log, pardon, comme sa dérivée, comme la dérivée de log de W, c'est 1 sur W, et sa dérivée de monde, c'est moins 1 sur W au carré. Donc si on considère la fonction log, son aversion absolue pour le risque, qui est donc moins U monde sur E', ben c'est moins 1 sur W2 sur 1 sur W, donc c'est 1 sur W. Et donc là, on voit que son aversion absolue pour le risque, elle est décroissante avec W. Donc ça correspond donc à l'idée, qui était l'idée de Bernoulli, que pour un risque de taille donnée, donc d'espérance donnée, si on veut, plus on est riche, moins on va avoir tendance à s'assurer. Plus on est riche, moins on va être prêt à payer une prime d'assurance élevée, à supporter un chargement d'assurance, ce qui est pareil en fait. Parce qu'il y a deux manières de dire la même chose. En revanche, si maintenant on regarde la version relative pour le risque, eh bien comme on multiplie en fait la version absolue par W pour obtenir la version relative, cette fois-ci la version relative est constante avec la richesse. C'est-à-dire que concrètement, si on considère un sinistre qui représente 10% de la richesse des personnes, eh bien la proportion à s'assurer va être la même chez tous les assurés, s'ils ont tous la même fonction d'utilité. Alors que si on considérait un sinistre qui avait une taille fixe, c'était la version absolue, les riches allaient moins s'assurer que les pauvres. Là, si c'est 10% du montant de la richesse, tout le monde va s'assurer de la même manière, enfin, tous ceux qui ont la même fonction d'utilité vont s'assurer de la même manière, quel que soit leur niveau de richesse. Autre exemple de fonction d'utilité, si on prend une fonction d'utilité quadratique. Donc vous savez que le truc intéressant avec les fonctions d'utilité quadratique, c'est que ça permet en fait de modéliser le goût pour l'espérance et la répulsion pour la variance. Le problème des fonctions d'utilité quadratique, c'est qu'elles sont décroissantes après un max. Donc il faut placer le max suffisamment loin pour pas que vous ayez si vous faites une simulation ou si vous expliquez des données, il ne faut évidemment pas que vous ayez des données qui soient dans la partie décroissante de la fonction d'utilité. Bon, donc, si on prend U égale A fois la richesse moins B fois la richesse au carré,
En fait, vous vous retrouvez avec une inversion absolue qui vaut 2b sur a moins 2bw, et donc le signe de ça, ça va dépendre de... Pardon. Non, excusez-moi. Le dénominateur, on a un dénominateur qui est décroissant, de toute façon. Donc, de fait, on a une inversion absolue pour le risque qui croît avec la richesse. Donc, ça, c'est pas très crédible. Mais en fait, selon la valeur des paramètres, vous pouvez avoir quand même une croissance assez faible. Bon, donc du coup, imperceptible dans une certaine gamme de valeurs. Bon, et la version relative, elle est croissante avec la richesse, elle aussi. Donc du coup, les fonctions d'utilité quadratique, c'est pas très... Enfin, c'est pas très... Si vous pensez que la décroissance de la version absolue d'une propriété importante, c'est pas une bonne fonction d'utilité. D'accord. Disons qu'en fait, le seul charme des fonctions d'utilité quadratique, c'est que comme une fonction d'utilité quadratique, ça fait apparaître la variance comme une chose désagréable, en fait, c'est la fonction d'utilité traditionnelle quand vous faites du choix de portefeuille à la Markowitz. Ou éventuellement, si vous faites du choix de portefeuille sur 3 moments, fonction d'utilité définie avec 3 moments. Bon, dernier exemple de fonction d'utilité, que je passe parce qu'il y en a marre. Est-ce que c'est la peine de regarder ça? On va pas perdre plus de temps comme ça, parce que je pense que ça, c'est les histoires de... Bon, juste le théorème d'Arrow-Pratt, vous le savez, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'en gros, si... ce que dit le théorème d'Arrow-Pratt, c'est qu'il instaure une équivalence entre le fait d'exiger une prime de risque plus élevée, avoir une fonction d'utilité plus concave, et avoir un coefficient d'aversion pour le risque plus gros. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction d'utilité plus concave? Ça veut dire une fonction d'utilité est plus concave qu'une autre si celle qui est plus concave est transformée de la précédente par une fonction d'utilité strictement concave. Donc ce que montre Arrow et Pratt dans un article de 64, c'est qu'en fait, donc, fonction d'utilité plus concave, c'est synonyme de coefficient d'aversion absolue pour le risque supérieur, c'est synonyme de plus grande prime de risque. Pourquoi c'est utile? Parce qu'on verra que quand on va modéliser la décision de s'assurer, on va voir que les gens qui ont une fonction d'utilité plus concave, de la même manière, ils ont un coefficient d'aversion pour le risque supérieur, et ils vont accepter des primes d'assurance plus grandes. Et donc, du coup, c'est la concavité de la fonction d'utilité au voisinage de la richesse qui va décrire la demande d'assurance. Et donc, du coup, les assureurs qui sont intelligents, c'est ceux qui savent révéler la concavité de la fonction d'utilité de leurs clients. Comment ils font? C'est une question à laquelle nous répondrons en regardant un bar de café, naturellement. Bon, alors, ça, c'est le machin qui roule depuis, en gros, les années 40, auquel il a quand même été... opposé que ça ne décrivait pas vraiment les comportements des personnes réelles. Alors vous connaissez probablement... Qui ne connaît pas le paradoxe d'Allais? Bon, alors si tout le monde connaît le paradoxe d'Allais, on peut y aller vite. Mais la question, c'est quel degré de compatibilité il y a entre le paradoxe d'Allais et la micro de l'assurance. Typiquement, le paradoxe d'Allais, c'est le genre de situation tirée par les cheveux dont je vous parlais. Bon, je vous rappelle, en gros, Allais propose de choisir entre deux situations. Une situation où vous avez la certitude de recevoir 100 millions, c'est des anciens francs, hein, donc aujourd'hui 100 millions d'euros, ça fait probablement plus que ne faisait 100 millions de francs en 1952. Et une situation où vous pouvez gagner plus, mais aussi vous pouvez ne gagner rien. Et donc la plupart des gens vont choisir, enfin 60% des gens vont choisir A. Et puis ensuite, si possible, pas juste après, on demande aux gens, est-ce que vous préférez 11% de chance de gagner 100 millions versus 89% de chance de rien gagner, ou 10% de chance de gagner 500 millions versus 90% de chance de rien gagner. Et là, la plupart des gens vont répondre D. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est pas possible de trouver quelque fonction d'utilité que ce soit, et ni quelque niveau de richesse que ce soit, pour rendre compte, dans la théorie de l'espérance d'utilité, du choix simultané de A et de D. Pourquoi? Parce qu'en fait, on reconnaît que... on reconnaît quoi? On reconnaît en fait que C, c'est la composée de A et d'une probabilité 89% de rien gagner, et que D, c'est la composée de B et d'une probabilité 89% de rien gagner. Donc en fait, il n'y a pas de fonction d'utilité qui permette de rendre compte simultanément du choix de A et de D. Donc si vous choisissez A et D, c'est que vous n'êtes pas maximisateur d'utilité espérée. C'est là encore pour ça qu'on a appelé le truc le paradoxe d'Allais. C'est parce que, c'est d'ailleurs un clin d'œil, c'est-à-dire que Bernoulli dit le caractère paradoxal, c'est que si on applique l'espérance mathématique, alors on trouve une solution que personne n'accepte. Et là, ce que dit Allais, c'est si on applique l'espérance d'utilité,
ben, on choisit soit A et C, soit B et D, alors que la plupart des gens choisissent A et D. Bon, alors ce qui est amusant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est qu'en gros, il y a beaucoup d'économistes qui ont dit à Allais, non, vous êtes complètement rationnel, le bon choix, c'est celui de la théorie. Et quand Allais a dit, mais pourquoi est-ce que le bon choix, a demandé aux gens, pourquoi est-ce que le bon choix, c'est celui de la théorie, on lui a répondu, parce que la théorie est vraie, d'accord. Ce qui était quand même totalement tautologique. Bon, et de fait, ce qui est intéressant, c'est la stratégie qu'Allais a mise en œuvre pour convaincre le monde entier que en fait, c'était lui qui avait raison et pas les autres. C'est-à-dire qu'il a fait un questionnaire dans lequel il y avait des centaines de questions, dont ces deux-là, et il l'a envoyé à la fois à des économistes, mais en gros, il l'a envoyé à des décideurs économiques, et il a montré que des décideurs économiques qui étaient des gens parfaitement rationnels prenaient en majorité, enfin que la réponse A et D était la réponse modale parmi les gens qui étaient des gens rationnels. Et attention, hein, quand Maurice Allais dit des décideurs économiques rationnels, il faut lire ce que Allais écrit sur les décideurs économiques. Il dit, en gros, les décideurs économiques rationnels, c'est les mecs qui ont fait Polytechnique et l'école des mines, parce que le reste, c'est tous des branques. D'accord ? Bon. Voilà, donc, alors, ça pose évidemment deux questions. D'abord, c'était qu'est-ce qu'on faisait à HEC à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ailleurs qu'à Polytechnique à l'époque. Et comme vous le savez, à l'époque, les gens qui faisaient des études de commerce, on les appelait des épiciers. Donc, de fait, ce n'était pas des parangons de rationalité. Et puis, ça suscite évidemment l'énoncé de la blague fameuse qui est, connaissez-vous la différence entre un train et un polytechnicien? Non, vous ne connaissez pas encore, mais comme ça, maintenant, ça va être une contribution à votre florilège d'études de cas de théorie de la décision. Eh bien, le train, lui, quand il déraille, il s'arrête, d'accord? Alors que le polytechnicien, il continue à répondre à la suite du questionnaire d'Allais. Non, mais l'objet du questionnaire d'Allais, qui n'était pas bête, et en fait, c'est un peu ce qui a lancé la recherche empirique en sciences de gestion, c'était de montrer que la raison n'était pas forcément dans des arguments a priori, mais aussi dans le fait de regarder comment font des gens dont comme on dit Allais, on a de bonnes raisons de penser par ailleurs qu'ils sont rationnels. Si des gens dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils sont rationnels prennent des décisions d'une certaine manière, décider que la théorie rationnelle, c'est la théorie qui les contredit, ça exige quand même un argumentaire qui est autre chose que de dire à Allais la théorie est vraie parce qu'elle est rationnelle et la théorie est rationnelle parce qu'elle est vraie, d'accord, ce qui était quand même une argumentation légèrement circulaire. Bon, alors, la question, c'est, après Allais, comment est-ce qu'on fait pour expliquer que tout le charabia que je vous ai fait sur les fonctions d'utilité, ça a du sens? En fait, ce qu'on voit bien quand même dans le cas que présente Allais, c'est que c'est un type de décision qu'on a assez rarement à prendre. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous voir en vous disant « je vous laisse le choix entre 100 millions de manière certaine et 99% de chance de gagner 100 ou 500 millions », soit il est fou, d'accord, soit en fait il a d'autres intentions. Donc de fait, ce n'est pas une décision économique habituelle. Dans une décision économique habituelle, il y a des bénéfices et il y a aussi des coûts. C'est ça qu'il faut balancer. Et de fait, alors, quelqu'un de malin pourrait vous dire, oui, mais il y a moyen. Non, mais il n'y a pas moyen de présenter le paradoxe d'Allais avec des coûts et des bénéfices. Parce que toute la substance du paradoxe d'Allais, c'est que d'un côté, vous avez la certitude de gagner. Et donc, de fait, on transforme le choix risqué avec l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose où il n'y a pas de perte. S'il n'y a pas de perte, c'est ça qu'on va choisir de manière absolue. Mais ensuite, quand vous avez à choisir entre deux perspectives aléatoires risquées, là, vous faites du vrai choix risqué. D'accord ? Donc, je ne dis pas que Allais a tort. Je dis simplement que l'intérêt du paradoxe d'Allais pour remettre en cause la théorie de l'utilité, de l'espérance d'utilité, est mince. D'accord ? Parce que c'est vraiment un exemple au bord, et c'est un exemple au bord qui, de fait, ne critique pas le fond de la théorie. D'accord ? Bon. Donc, même si, par ailleurs, avec Sophie Jallet, qui est prof ici aussi, on avait montré, enfin, on avait un peu travaillé sur le sujet, justement pour essayer de montrer qu'il y avait au moins un dispositif de remise en cause, enfin d'explicitation de ce que c'était que la rationalité. On ne peut pas dire que ce soit une remise en cause de la théorie de l'espérance d'utilité comme théorie d'explication des décisions économiques les plus courantes. Ça remet en cause la théorie de l'espérance d'utilité pour l'explication des décisions pour lesquelles on peut montrer expérimentalement que ça ne s'applique pas, mais cette classe de décision, ce n'est pas des décisions économiques significatives. Bon, du coup, on va coller à la théorie de l'espérance d'utilité, même si on sait qu'elle a pu être réfutée par tout un tas d'expériences. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas les expériences de laboratoire où on demande aux gens est-ce que vous préférez 3 bananes maintenant ou 2 pommes dans un quart d'heure, ou jouer aux échecs avec Joseph Stiglitz la semaine prochaine, d'accord ? Parce que ça, je veux bien que ce soit des décisions rationnelles, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça va remettre en cause une théorie qui explique pourquoi les gens achètent de l'assurance chère plutôt que de l'assurance moins chère.
Voilà, donc on va faire de la bête micro. Et pour faire de la bête micro, on va faire de la bête micro parce qu'on veut essayer de comprendre, en gros, quels sont les mécanismes qui sont en jeu dans la demande d'assurance. Et donc, ceci pour arriver à quoi? Ceci pour arriver à caractériser en particulier les situations où il y a de la symétrie d'information et à comprendre comment fonctionnent ces situations où il y a de la symétrie d'information. Donc on va partir d'une situation sans assurance, d'accord, où on reprend en fait les conditions, les notations qu'on avait exposées dans le premier cours, c'est-à-dire qu'on a un agent qui est exposé à un risque où il y a une probabilité P de matérialisation du risque qui ferait un dommage D, et donc en fait sa situation, c'est que son utilité totale, c'est probabilité P que se réalise un sinistre. Dans ce cas-là, son utilité, c'est son niveau de richesse R moins le sinistre, moins les dommages D, plus probabilité 1 moins P fois son niveau d'utilité avec son patrimoine inchangé. Et donc, il peut acheter une assurance au prix de pi, auquel cas, quand il y a un sinistre, on va lui rembourser, en fait, une indemnité I qui va comprendre qui sera le montant du sinistre moins une franchise F, d'accord. Et s'il n'y a pas de sinistre, il aura payé la prime en échange de rien du tout. Si bien que son utilité, c'est maintenant qu'il a une probabilité P de se retrouver avec un niveau d'utilité où sa richesse est amputée du montant de la franchise et du montant de la prime. D'accord. Donc c'est U de R moins F, le montant de la franchise, moins pi, le montant de la prime, plus 1 moins P fois utilité de R moins pi, puisque s'il n'y a pas de sinistre, il paye juste la prime. D'accord. Donc, première question, quelles hypothèses on fait sur l'assuré pour qu'il demande de l'assurance? Réponse, il ne va pas demander de l'assurance s'il est riscophile, de manière évidente. Donc, la principale hypothèse sur l'assuré, c'est qu'il faut que sa fonction d'utilité soit concave. Et donc, il ait de l'aversion pour le risque. Bon, d'accord. Il faut évidemment que ce risque soit purement accidentel, c'est-à-dire aléatoire. C'est-à-dire que s'il a moyen d'influer sur le risque, évidemment, sa demande d'assurance ne va pas être la même. Et puis, on va décrire en fait l'état normal ou favorable comme étant Rn et l'état où il y a un sinistre comme étant Rs, d'accord. Bon, et puis en fait, les hypothèses et surtout les conventions de notation, on les a déjà vues. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans l'état normal ou favorable, qui arrive avec une probabilité P, il n'y a pas de sinistre, si bien que comme mon niveau de richesse c'est R, quand je paye l'assurance, c'est R moins pi, alors que dans l'état avec sinistre, qui arrive donc avec une probabilité P, je fais face à un sinistre d'un montant D, et donc mon montant le revenu, le niveau de richesse que j'ai, c'est R moins pi moins D plus l'indemnité, et on peut ajouter la situation de l'assureur. Dans le cas où il n'y a pas de sinistre, il fait une recette qui est égale à la prime, et dans le cas où il y a un sinistre, il fait une recette qui est égale à la prime, il doit dépenser le montant de l'indemnité. Il doit être D moins F. Bon, pardon, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. En fait, dans ce modèle, ce que l'assuré va choisir, c'est le montant de sa franchise. La franchise, je vous rappelle donc que c'est le montant qui n'est pas payé par l'assureur en cas de survenance du sinistre. Bon, il y a des franchises c'est quand même très fréquent qu'il y ait des franchises. Pourquoi c'est très fréquent qu'il y ait des franchises? Parce que c'est un moyen de contrôler la morale. Donc, de manière évidente, si vous êtes indemnisé de 100% de ce que vous perdez, du coup, si c'est vraiment 100%, hein, j'entends, si vous êtes indemnisé du montant D complètement, vous n'avez plus de perte. Vous n'êtes plus intéressé à la survenance du sinistre. Dans les faits, même si l'assureur vous rembourse 100% de la valeur de l'objet qui est perdu ou détruit, vous n'êtes pas indemnisé à 100%, parce que vous aurez quand même perdu du temps, vous aurez quand même perdu l'utilité que vous dériviez du bien, etc. Donc, en fait, c'est rare la compensation complète. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, en plus du délai d'indemnisation, etc., qui n'est pas vraiment compté dans la franchise, mais qu'en toute logique, il faudrait compter, en général, l'assureur applique un montant, préconise un montant de franchise, et dans le modèle, on va considérer que ce que choisit l'assuré, c'est le niveau de sa franchise. Voilà. Du côté de l'assureur, on considère qu'il est en situation de certitude, d'accord. C'est-à-dire que, comme la loi des grands nombres s'applique pour lui, il peut tarifer à l'espérance mathématique, d'accord, c'est-à-dire à la prime pure. Bon, ce qui est évidemment pas réaliste, mais on s'en fiche parce que là, ce qui nous intéresse, c'est quand même essentiellement d'étudier l'équilibre économique du régime dans des conditions optimales et l'intérêt pour l'assuré de s'assurer. Bon, comme il est 9h59, ce sera la suite au prochain numéro. Merci de votre attention et bonne semaine à vous.